Bien. Chers amis, chers collègues, chers étudiants, chers participants à ce séminaire Spinoza, merci d'être venus et de nous avoir trouvés dans cette salle J003, qui en elle-même n'est pas mal. Évidemment, c'est très frustrant et par certains côtés irritant d'avoir été délogé de notre salle habituelle. Mais ça, ce sont les contraintes des travaux et de l'administration de Paris 8 qui n'est pas toujours très facile qui ne comprend pas toujours très facilement certaines demandes qu'on lui adresse. Bon, et qui a aussi cette contrainte elle-même des travaux. Quoi qu'il en soit, on est là, on est bien là, et on a le plaisir d'accueillir Julie Henry aujourd'hui, donc pour cette première séance de l'année 2017. Julie Henry, qui est donc chercheure assistante en éthique et philosophie au Centre de lutte contre le cancer Léon Bérard à Lyon, et qui est donc directrice du programme Anthropologie spinoziste et éthique en santé au Collège international de philosophie, et également responsable du master Approche plurielle de la santé à l'ENS de Lyon, donc a publié, donc est une éminente spinoziste, puisqu'elle a publié, je suppose que c'est votre thèse, dans un magnifique livre Spinoza, une anthropologie éthique, variation affective et historicité de l'existence, chez Garnier en 2015, qui est un livre, bon, je ne vais pas vous le présenter maintenant parce que ça serait trop long, mais qui est un livre en gros où donc Julie Henry essaye de développer ce que veut bien signifier le mot d'éthique chez Spinoza, ce qui, on l'avouera, est quand même une entreprise légitime, et essaye de proposer une théorie du devenir dans les aptitudes, pour résumer la chose tout à fait à son essentiel, c'est-à-dire d'essayer de concevoir les outils conceptuels pour voir comment, au fond, il peut y avoir une espèce de transformation positive de la vie de chacun, sans, évidemment, perte de l'identité, et qui soit une véritable progression sans métamorphose et sans déperdition, d'une certaine façon. D'où l'importance accordée à la notion d'aptitude et de devenir dans l'ensemble du livre, qui propose des analyses extrêmement fouillées de tout le vocabulaire de l'aptitude, de la transformation et du devenir chez Spinoza, entre bien d'autres choses. Donc aujourd'hui, Julie Henry a proposé comme titre, si j'y arrive, voilà, un titre très intéressant, une approche spinoziste des pratiques de soins au quotidien. Alors, ça correspond, si vous voulez, dans l'esprit du séminaire que j'organise avec Jacques Stetter et Carmen Alves, qui est toujours avec nous pour la vidéo. Donc, je rappelle que les vidéos du séminaire sont toujours en ligne sur le site, ainsi que le colloque Spinoza France-États-Unis. Donc, ça correspond bien, si vous voulez, cet intitulé, une approche spinoziste des pratiques de soins au quotidien. Ça correspond bien à l'ambition du séminaire, c'est-à-dire, au fond, de voir en quoi Spinoza peut offrir une ressource pour la pensée, voire la pratique contemporaine, donc ce qui est vraiment la caractéristique, du moins l'ambition de notre séminaire, et aussi d'avoir une dimension, même si le mot a quelque chose parfois d'un peu galvaudé, d'interdisciplinaire, puisqu'au fond, le fait que vous soyez chercheuse dans un centre de lutte contre le cancer est quand même quelque chose d'intéressant, je dirais, pour la mise en application, ou le test, si on peut dire, la confrontation d'une pensée et puis peut-être de la vie dans tout ce qu'il y a parfois de plus essentiel. Donc ça aussi, ça correspond tout à fait à nos ambitions. Donc nous sommes très heureux de savoir ce que vous allez nous apprendre sur ce sujet, et vous avez la parole pour une petite heure, enfin à votre gré, voilà. Et après discussion. Merci beaucoup. Merci pour cette introduction. Merci à Charles Ramon et à Jacques Stetter pour leur invitation, et à vous tous pour l'accueil dans ce séminaire. Et juste en tout petit préliminaire, je suis désolée de ma voix fort caverneuse, et j'espère que mon intervention ne va pas trop être ponctuée de quintes en fait, mais j'ai une trachéite qui me poursuit depuis quelques temps et j'ai du mal, voilà. J'espère que ma voix va réussir à tenir jusqu'au bout. Alors comme vient de le dire en fait Charles Ramon, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est un peu un parcours qui suit quelque part un petit peu mon cheminement, c'est-à-dire je pars de l'éthique de Spinoza. J'en reprends quelques points très rapides qui intéressent mon travail actuel. Donc en effet, dans un centre de lutte contre le cancer dans lequel je travaille sur l'éthique des pratiques de soins au quotidien. Donc comment l'éthique de Spinoza, en tant qu'éthique des pratiques au quotidien, peut nous apprendre des choses et nous aider à travailler au quotidien avec les soignants dans les services.
et le chemin retour, qui est aussi pour partie l'objet de mon séminaire au Collège international de philosophie, c'est-à-dire cette idée que c'est pas simplement quelque chose, enfin je dévoile un peu la suite, mais c'est pas simplement une théorie pensée par ailleurs qu'on applique sur le terrain, simplement dans ce sens unilatéral. Mais en fait, mon idée, c'est que ce travail sur le terrain auprès des soignants peut nous donner quelques éclairages également en retour sur la philosophie de Spinoza. Alors, tout d'abord, donc, pour partir de l'éthique spinoziste, ce que j'appelle l'éthique spinoziste des pratiques au quotidien, avant d'en venir au champ de la santé, le premier et peut-être le principal enseignement de la philosophie spinoziste quand il est question de concevoir une éthique, c'est l'idée de partir des hommes tels qu'ils sont, ut sunt, selon l'expression latine. Et en ça, il me semble que c'est un des points très intéressants pour ensuite travailler l'éthique de Spinoza sur le terrain, parce qu'elle se distingue des morales qui, je ne dis pas que je suis en train de caractériser toutes les morales, mais des morales qui, je les caractérise, des morales qui commencent par définir un modèle de la nature humaine, et ensuite qui nous enjoignent, en fait, autant que faire se peut, de tendre vers ce modèle, d'essayer de réaliser un modèle qui aurait été conçu par ailleurs pour devenir homme. Or, pour Spinoza, nous sommes toujours des hommes, quelle que soit notre manière d'être affectés, quels que soient nos comportements. Et du coup, pour reprendre le tout premier paragraphe du traité politique, il ne s'agit pas de tomber dans les travers de ceux qui, je cite, croient faire œuvre divine et accéder au fait de la sagesse, lorsqu'ils ont appris à louer sur tous les tons une nature humaine qui n'existe nulle part, et à harceler par leur discours celle qui existe réellement. Ils se représentent, et c'est là que de là que je tire cette expression, ils se représentent les hommes non tels qu'ils sont, non unsunt, mais tels qu'eux-mêmes désireraient les voir. Donc ici, on retrouve bien le balancement entre, d'un côté, ce que les hommes sont, et de l'autre côté, l'idéal qu'on pourrait leur assigner de l'extérieur. Et d'ailleurs, c'est assez significatif à ce sujet que, dans ce passage, Spinoza ne dit pas les hommes tels qu'ils devraient être, mais tels qu'on désirerait les voir. Donc en plus, il rapporte le modèle idéal qu'on construit au désir de la personne qui le construit, et donc qui est au moins pour partie dépendant de son histoire de vie, de ses valeurs, de sa conception des choses. Or, poursuit Spinoza, ce faisant justement, au lieu d'une éthique, ethica, ils ont la plupart du temps écrit une satire. Ce que ça signifie inversement, c'est que toute éthique doit commencer par comprendre les hommes tels qu'ils sont. Or, selon Spinoza toujours, les hommes sont par nature affectés. On lit ainsi dans la préface d'Éthique 3 que les affects sont, je cite, « choses naturelles qui suivent les lois communes de la nature » et non pas un vice de la nature humaine, qu'il s'agirait soit de maudire, soit de mésestimer. Ça signifie quoi ? Ça signifie qu'on ne peut pas reprocher aux hommes d'être affectés par les situations qu'ils rencontrent. Ça, c'est le premier point de départ. Même si ensuite, c'est ce que j'essaie de travailler dans mon livre, la manière d'être affecté peut varier dans le temps. Mais le fait même d'être affecté, en soi, c'est quelque chose de naturel. Et donc, on ne peut pas leur demander de ne pas être affectés. C'est pas la voie que pourra suivre l'éthique, fût-ce l'éthique en santé. Pourtant, on entend énormément que les soignants ne doivent pas être affectés par les situations qu'ils rencontrent. Donc ça, c'est le premier point. Et l'autre élément intéressant pour nous dans l'éthique spinoziste, c'est que, dans la majorité des cas, je vais préciser par la suite, elle ne s'appuie pas sur les actions d'hommes d'exception, vivant sous le seul précepte de la raison, encore une fois en nous les montrant comme des grands modèles à suivre, mais elle s'appuie, notamment dans les scolies de l'éthique, sur des pratiques quotidiennes. Que ce soit des pratiques professionnelles, donc il y a l'exemple du soldat ou du paysan dans l'éthique de 18, ou que ce soit de contentement personnel, comme ceux de l'ivrogne ou du philosophe, dans le scolie d'éthique 3,57. Donc ça ne veut pas dire que les grands hommes ne peuvent pas nous servir de modèle, mais ça signifie que s'ils sont des exemples dans notre vie, c'est pas parce qu'on les aura conçus comme tels par avance et qu'ensuite notre raison nous indiquera, notre volonté nous indiquera de tendre vers ce qu'ils nous proposent. S'ils nous servent de modèle, c'est parce qu'on sera affecté par le modèle qu'ils nous proposent. Donc encore une fois, c'est par l'affect qu'on passe. Et ainsi, selon la préface d'Éthique 4, c'est bien le modèle que nous nous proposons de la nature humaine qui nous fait juger une chose bonne ou mauvaise, et donc qui fait qu'on tend vers cette chose ou qu'au contraire on essaie de la maintenir à distance.
Et j'avance un petit peu dans ma thématique. Quand il sera question des hommes et des femmes que sont les soignants en particulier, on aura beaucoup à apprendre, me semble-t-il, de ce que Spinoza dit des gouvernants, toujours dans le traité politique et toujours dans le premier chapitre du traité politique. Ainsi, il affirme dans le paragraphe 5 de ce premier chapitre que croire que ceux qui gèrent les affaires publiques peuvent vivre selon le seul précepte de la raison, c'est rêver de l'âge d'or évoqué par les poètes, c'est-à-dire d'une histoire imaginaire. Ils ne le peuvent pas plus que le reste des hommes. Ce n'est pas parce qu'ils sont gouvernants qu'ils changent de nature et que subitement, ils peuvent ne plus être affectés. Et dans le paragraphe suivant, c'est-à-dire le paragraphe 6, il en conclut qu'un État n'aura aucune stabilité si son salut dépend de la seule loyauté des gouvernants. Je cite ce paragraphe. Pour qu'un État puisse subsister, il faudra instaurer un ordre tel que ceux qui l'administrent, qu'ils soient guidés par la raison ou par les passions, c'est pas censé intervenir, par l'un ou par l'autre, ils ne puissent être amenés à se montrer déloyaux et à mal agir. Et il poursuit ainsi, peu importe à la sécurité de l'État, j'y reviendrai, pour quel motif les hommes sont conduits à bien gouverner, pourvu qu'ils gouvernent bien, car la liberté du cœur ou le courage, c'est la vertu privée, alors que la vertu de l'État, c'est la sécurité. À partir du moment où ils gouvernent bien, qu'ils le fassent en raison de leur raison justement, ou de leurs affects, peu importe pour la sécurité de l'État. Et dans ce cadre politique, je vais faire la transposition avec le soin dans un instant. Dans ce cadre politique, la solution, elle est pour Spinoza à trouver dans les institutions. C'est-à-dire que ce sont les institutions qui vont dicter l'ordre des choses et qui vont opposer à l'ordre commun, suivant lesquels les choses extérieures se présentent, qui vont opposer un ordre qui fera que, de toute façon, le gouvernant agira pour le bien commun. Alors, ça ne revient pas à faire fi des circonstances extérieures, j'y reviendrai tout à l'heure, mais ça revient à amener le souverain à en être affecté d'une certaine façon, c'est-à-dire à y trouver des occasions d'affermir la forme de l'État et de favoriser les affaires communes. Donc là, on retrouve le cheminement spinoziste que j'ai évoqué très rapidement tout à l'heure, c'est-à-dire comprendre comment fonctionnent les hommes, et ensuite trouver dans cette compréhension les pistes qui vont les amener à agir d'une certaine façon, en l'occurrence dans un cadre politique en vue du bien commun. Encore une fois, que ce soit en raison de leurs affects ou en raison de la raison. Et dans ce cadre, peu importe le motif réel, puisqu'on n'a pas à légiférer sur les cœurs et sur les mœurs privées si on souhaite préserver une certaine liberté, du moment que l'ordre public est préservé. J'en viens donc à ma transposition. Qu'en est-il alors lorsque ce sont des soignants en contexte professionnel qu'il est question ? Il me semble que dans un premier temps, on peut tirer deux enseignements de ces passages du traité politique. D'une part, nous n'avons aucune raison de considérer que les soignants ne sont pas des hommes et des femmes comme les autres. Donc, par exemple, qu'ils ne sont pas affectés et qu'ils vont exclusivement agir pour le bien d'autrui. Donc, ça paraît un truisme si on répète ce qui a été dit par Spinoza des gouvernants, mais ça va déjà à l'encontre d'une certaine conception de la pratique professionnelle de soignant, selon laquelle il faudrait être fait pour le soin, avoir la vocation, être prêt à se sacrifier pour les patients, pour le bien des patients, etc. Donc là, on voit que dans une approche spinoziste, on décale un peu les choses, puisqu'il faudra savoir tenir compte des affects des soignants et prendre en considération que le bien d'autrui ne se fera pas au détriment de son propre bien. Si on veut prendre soin des patients, il faut prendre soin également des soignants. Ça, c'est pour le premier enseignement. Et le second va tenir au fait qu'il nous faut favoriser une éthique des pratiques de soins, sans pour autant, a priori, qu'on en vienne à légiférer sur les cœurs. Quand on parle d'éthique, c'est un petit peu plus compliqué, je vais y revenir. Ainsi, lors d'une récente intervention, j'ai distingué le travail d'analyse de la pratique que je mène avec les soignants, c'est-à-dire un travail, en fait, il s'agit de partir de situations cliniques pour essayer d'élaborer collectivement les valeurs du service, une certaine représentation du soin, certaines missions dans le soin, etc. Donc distinguer ce travail d'analyse de la pratique collectif d'un travail analytique qui va aller chercher à quoi ces situations font écho individuellement dans le psychisme de chacun d'entre eux.
Là, ça relève, à mon sens, de la sphère privée, et à mon sens, ça excède ce qu'on est en droit d'exiger de la part d'un soignant dans le cadre professionnel. Toutefois, donc il y a ces deux enseignements que l'on peut tirer, mais toutefois, il y a également une différence de contexte avec le traité. Il y a également une différence de contexte avec le traité politique qu'on doit élaborer quand il s'agit d'une éthique des pratiques de soins. Premièrement, c'est dans les mots, il s'agit d'éthique, il ne s'agit pas de politique. Ça change la donne à la fois dans les moyens employés pour obtenir un certain résultat et dans les effets de ces moyens sur les personnes à qui on va demander d'utiliser ces moyens. C'est-à-dire le fait qu'il s'agisse d'éthique, à partir du moment où on essaie de faire cheminer les soignants dans un certain devenir éthique, pour reprendre le titre, excusez-moi, de mon livre, du coup, ça implique que il y a des effets en retour sur les soignants eux-mêmes qu'on doit prendre en compte dans ce cadre. Et la deuxième chose, c'est qu'il est question ici d'une pratique professionnelle qui est à la fois très délimitée, on va dire, très cadrée, et qui est en même temps très réglementée. Et ça aussi, ça a des effets en retour sur les personnes qui l'exercent au quotidien. Je les mentionne juste simplement et je développerai par la suite. Donc avant d'en arriver là, avant de développer ce point que je viens de mentionner, je voudrais tout d'abord dire ou redire rapidement en quoi une éthique reste possible dans ces conditions. Ces conditions, ça veut dire ces conditions de non-jugement, ces conditions de naturalité des affects, ces conditions d'impossibilité de ne pas être affecté, de non-idéalisation de l'homme, etc. Pourquoi il me semble important de le repréciser? Parce que c'est une critique courante et critique que Chinhouse avait déjà fait à Spinoza en son temps dès la lettre 57 datée d'octobre 74. La critique de Chinhouse était la suivante: si nous sommes affectés par les choses extérieures et donc déterminés par les choses extérieures, aucun moyen d'acquérir la vertu, dit Chinhouse. Pire encore, tout forfait excusable. C'est pas moi, j'ai été déterminé par une chose extérieure. Et il me semble qu'il est assez... Dans un premier temps, j'allais dire savoureux, mais je ne sais pas s'il faut dire savoureux ou un peu désespérant, mais bref, on va dire savoureux, de voir qu'on en est à peu près toujours au même point 3 siècles et demi plus tard, puisque on a pu entendre il n'y a pas si longtemps qu'expliquer c'était justifier et que comprendre c'était considérer que tout se vaut. Donc on voit que cette démarche de dire c'est pas parce qu'on essaie de comprendre les choses qu'on ne va pas essayer de les changer, ça demande encore un certain temps. Et d'ailleurs, on entend des critiques assez semblables dans le champ des pratiques de soins, c'est-à-dire que serait une éthique en santé si elle n'est pas normative ? En quoi le travail éthique pourrait se faire à même les pratiques de soins, puisque les pratiques de soins sont déterminées par des contraintes extérieures. Donc on retrouve exactement les mêmes types de critiques. Et dans ces critiques, il semblerait que Dieu ait été remplacé par une catégorie assez mystérieuse qu'on appelle les éthiciens, qui seraient censés détenir la vérité de l'éthique, du coup. Donc il n'y aurait pas d'éthique concevable sans passer par des recommandations éditées par des experts qui pourraient s'extraire des pratiques de soins et qui figureraient alors, en quelque sorte, l'empire dans l'empire des pratiques de soins. Alors, pour expliquer en quoi une éthique reste possible dans ce cadre, à mon sens, ça peut être intéressant en ce point de revenir très rapidement, sur les différents usages que Spinoza fait de naturel, l'adjectif naturel dans sa philosophie. Ainsi, selon Spinoza, tout est naturel au sens où tout se produit selon des lois déterminées de la nature. En ça, il n'y a rien qui est hors nature. Donc, tous les traits anthropologiques communs sont naturels, au sens où ils sont déterminés par nature en tout homme. Ici, par nature, il faut entendre comme spontanément, sans démarche particulière. Mais comprendre la nécessité avec laquelle les choses existent et opèrent, selon l'expression de Spinoza, ou encore enchaîner ses affects selon un certain ordre, ça reste naturel, ça va entrer dans le cadre d'une nature individuelle, mais ce n'est pas par nature. Ce n'est pas par nature parce que ça va requérir de modifier en amont la manière dont on est affecté. Et c'est en ce point qu'un trait, ce que j'appelle une anthropologie éthique, c'est en ce point qu'un trait anthropologique, donc neutre en lui-même, ni bon ni mauvais, il se trouve que je suis affecté, peut acquérir une dimension éthique, c'est-à-dire
nous faire entrer dans une forme de devenir qui fait qu'on va agir de façon plus conforme à notre propre nature. Ou alors, dit autrement, c'est en ce point qu'on passe d'une détermination anthropologique, par les lois communes de la nature, à une détermination éthique, par les lois de notre propre nature. Donc on voit le double enjeu qu'il y a dans ce travail, et c'est un peu les deux pans que je réutilise dans mon travail au Centre de lutte contre le cancer Léon Bérard. D'un côté, il y a un enjeu anthropologique à admettre que tous les comportements humains, quels qu'ils soient, sont naturels. Cette idée de non-jugement, en fait, et de non-jugement au sens, on ne va pas dire que c'est un vice, une déformation de la nature, etc. Et ça nous interdit de concevoir une morale selon laquelle on pourrait pécher contre notre nature. Mais d'un autre côté, pour que ça donne lieu à un enjeu qui soit éthique et non plus seulement anthropologique, il faut qu'on puisse être différemment déterminé dans ce cadre, qui reste naturel. Il faut qu'on puisse modifier notre inclination, notre proportion naturelle à être affecté. Rapporter très rapidement à la thématique de l'éthique en santé, et je vais prendre bientôt des exemples plus concrets, ce n'est pas parce qu'on considère comme naturel que les soignants soient affectés dans les situations de soins qu'on va encourager le fait qu'ils soient submergés par leurs émotions en situation professionnelle, ou bien qu'on va accepter qu'ils se mettent en danger et qu'ils prennent le risque d'être en saturation affective dans des services où les situations particulièrement difficiles sont récurrentes. Donc on reconnaît que c'est tout à fait naturel qu'ils soient affectés, mais ça n'empêche pas qu'on va essayer d'agir sur la manière dont ils sont affectés. Et cette réflexion, elle m'amène à mettre en avant deux éléments fondamentaux de l'éthique spinoziste. Le premier, c'est que être affecté de diverses manières constitue en une aptitude. Je reviens sur ce terme que j'utilise en effet beaucoup dans ma thèse. C'est une aptitude, et cette aptitude, elle est variable dans le temps. Elle peut s'accroître, elle peut diminuer. Dans les deux sens, c'est important. C'est-à-dire que ce n'est pas non plus une disposition acquise une fois pour toutes. Ça s'entretient, cette aptitude à être affecté de diverses manières. L'autre élément, c'est que quand on est dans le cadre d'un accroissement de son aptitude à être affecté de diverses manières, ces variations, elles peuvent prendre une tournure et un sens éthique. C'est ça ce qui me permet de réaffirmer ce que j'ai dit au début de mon propos, c'est-à-dire il n'est pas besoin de ne plus être affecté pour entrer dans une démarche éthique. Bien au contraire, dirais-je, parce que c'est un extraordinaire matériau de travail, les affects dans cette perspective. Et on peut reconstruire au sujet du premier point, le fait que être affecté de diverses manières, c'est une aptitude. On peut le reconstruire à part ce balancement entre naturel et par nature que j'ai évoqué précédemment, à partir des postulats 3 et 6 de la petite physique. Ainsi, selon le postulat 3, je le cite, « Les individus composant le corps humain, et par conséquent le corps humain lui-même, est affecté par les corps extérieurs d'un très grand nombre de manières. » Autrement dit, par nature, le corps est affecté de diverses manières du fait de sa complexité. Là, on en est au stade du postulat, j'allais dire. Du constat, pardon. C'est pas la même chose. On en est au stade du constat. Par contre, entre ce postulat 3 et le postulat 6, il y a un pas qui est franchi, puisque, je le cite d'abord, le corps humain peut mouvoir les corps extérieurs d'un très grand nombre de manières et les disposer d'un très grand nombre de manières. Les deux postulats se ressemblent, mais le pas qui a été franchi, c'est qu'on est passé de la voie active, le corps est affecté, de la voie passive, le corps est affecté, à la voie active, le corps affecte, et il y a l'ajout du modal peut. Constat, le corps est affecté de diverses manières, et ensuite, modal plus voie active, le corps peut affecter de diverses manières. S'il parvient à le faire, ce sera naturel pour lui parce que ça entrera dans le cadre de sa nature, mais ce ne sera pas par nature, parce que les êtres humains ont plutôt tendance à se polariser affectivement. Donc en fait, ça va nous demander une démarche supplémentaire pour accroître notre aptitude à être affecté de diverses manières à la fois. C'est là le sens que je donne à pouvoir dans ce postulat. Il ne s'agit pas d'une potentialité en attente de son actualisation, ça c'est pas possible, ça n'aurait pas de sens en contexte spinoziste. Ce qui est en nous varie avec le temps, mais on agit toujours autant qu'il est en nous.
Mais dans ce terme pouvoir, je mets plutôt un accroissement d'aptitudes que certains vont connaître en leur vie, d'autres non. Les uns et les autres restant, quoi qu'il en soit, à chaque fois dans le cadre de la nature humaine. Il me reste alors un dernier point à préciser avant de passer à des exemples d'une approche spinoziste des pratiques de soins. Cette question, c'est en quoi, c'était le deuxième point que j'ai relevé tout à l'heure, en quoi cette variation de l'aptitude à être affectée de plusieurs manières, fût-ce dans un accroissement, peut revêtir une dimension éthique. Alors, selon la démonstration de la proposition 38 d'éthique 438 démonstrations, ce qui rend l'homme à affecter et à être affecté de diverses manières à la fois est nécessairement bon, autrement dit utile. Au sens où ça contribue à lui faire connaître ce qui va effectivement dans le sens d'un accroissement de sa puissance d'agir et de sa puissance de penser. Or, il se trouve que ce qui accroît mon aptitude à être affecté de diverses manières et donc ma puissance d'agir et de penser, il se trouve que ça va également dans le sens d'un partage avec les autres hommes. Ce n'est pas une augmentation de ma puissance au détriment de la puissance des autres. Et en effet, je prends un exemple rapidement, pour accompagner quelqu'un dans sa trajectoire de soins, encore faut-il être à même de comprendre au sens fort, au sens de sentir intimement, que sa perspective sur sa pathologie et sur les soins n'est pas nécessairement identique à la mienne, moi en tant que soignant en l'occurrence. Parce qu'on ne partage pas la même histoire de vie et parce qu'on n'est pas non plus à un même moment de notre existence. Moi dans mon cadre professionnel, lui dans le cadre pathologique de son existence. Donc là où les polarisations affectives vont opposer les hommes et ne les rendent pas aptes à se comprendre les uns les autres. Par exemple, j'avais entendu une fois dans un staff de soignants une infirmière dire « Mais cette patiente, elle est forcément dans le déni puisqu'elle ne s'effondre pas. On vient de lui annoncer que cette tumeur ne répond pas au traitement, elle ne s'effondre pas, donc elle est dans le déni. » Donc, en fait, cette infirmière ne se rendait pas compte que le présupposé sous-jacent, c'était que elle, l'infirmière, se disait qu'elle se serait effondrée à la place de la patiente. Mais précisément, elle n'était pas à la place de la patiente. Donc, on voit que quand on est dans des polarisations affectives, quand on a une certaine manière d'être affecté, on a du mal à comprendre ce qui se passe pour autrui. Et inversement, les hommes peuvent convenir dans leur aptitude à être affectés de diverses manières, y compris d'ailleurs lorsque c'est parfois le patient qui soudain prend conscience de la position dans laquelle est le soignant. Ça, on l'entend des fois dans les services en disant « c'est quand même pas facile votre travail » ou « ah, je vous trouve un peu fatigué aujourd'hui ». Il y a une sorte d'inversion des rôles et c'est le patient qui fait ces remarques, qui prête attention à la personne qui est le soignant. Alors, en lien direct avec cette question des différentes représentations dans le soin, je vais prendre maintenant deux exemples de pratiques de soins, deux exemples d'éthique en santé. Une des thématiques en lien avec la santé dans lesquelles la philosophie spinoziste peut être d'un grand apport, c'est celle de la reconstruction après pathologie. Autrement dit, celle d'une convalescence qui ne se résume pas en une guérison au sens biomédical du terme. Reconstruction, le terme pourrait être un peu trompeur parce que, surtout dans le cadre de contextes comme celui dans lequel je travaille, c'est-à-dire de pathologies en général longues et surtout graves, on ne peut pas être dans la perspective d'un retour en arrière. On ne peut pas être dans la perspective d'une reproduction à l'identique de ce qu'on était avant pathologie. Il y a un processus temporel, un processus progressif d'apprentissage, d'appropriation d'une nouvelle configuration et d'une nouvelle configuration corporelle. Si on s'en remet à l'explication de la définition des affects dans la troisième partie de l'éthique, Spinoza nous dit que notre état varie au fil de notre histoire de vie, de nos rencontres, des événements qui parsèment notre existence, etc. Ça signifie quoi? Ça signifie que le cours de nos vies, que le cours de nos représentations ne sont pas linéaires. Il y a des ressauts, il y a des courbes, il y a des revirements, etc. Or, à partir du moment où ce n'est pas linéaire, il n'est pas raisonnable d'attendre d'une personne en contexte pathologique plus que ce qu'on attend de nous-mêmes en contexte hors contexte pathologique. Tout à l'heure, je disais les soignants sont aussi des hommes et des femmes comme les autres. Les personnes malades sont aussi des hommes et des femmes comme les autres. Donc si nous, le cours de notre vie n'est pas linéaire, on ne peut pas attendre d'une personne en contexte pathologique que soudainement le cours de sa vie devienne linéaire. En d'autres termes, ce n'est pas plus raisonnable de concevoir une linéarité,
pathologie, traitement, reconstruction, fin de l'histoire. Linéaire, on aboutit à quelque chose qui permet de refermer la parenthèse. C'est pas plus raisonnable qu'il n'est raisonnable pour le patient d'attendre de son corps qu'il retrouve exactement son état précédent après la pathologie, après les traitements. Il y a une forme de nécessaire réinscription de la reconstruction dans une temporalité longue. Ce n'est pas de l'ordre de l'immédiat. Et la nécessité de comprendre que la reconstruction consiste en un processus complexe qui doit intégrer beaucoup de choses. Ça doit intégrer ce qu'il est possible pour le corps au niveau physique, au niveau physiologique. Ça doit intégrer les techniques disponibles au niveau médical. Ça doit intégrer les représentations du patient à titre individuel. Et ça doit intégrer la temporalité de l'existence humaine en général et de la temporalité de ce patient en particulier. Donc on voit qu'il y a une forme de complexité qui implique une reconfiguration particulièrement longue et complexe. À partir de là, on comprend bien quels peuvent être les malentendus entre médecins et patients. Je prends un exemple, un patient que j'ai rencontré dans un autre cadre que dans le cadre de la cancérologie. Un patient atteint d'une insuffisance rénale sévère, qui a bénéficié d'une greffe de rein, donc et auparavant de dialyse de très longue durée, donc avec des traitements longs, invasifs, qui, après coup, ont permis d'obtenir un résultat satisfaisant sur le plan biomédical. La greffe s'est bien passée, il n'y a pas eu de rejet. Le médecin annonçant alors au patient « vous êtes guéri » et s'attendant à une manifestation de satisfaction de la part du patient qui en plus avait bénéficié d'une greffe alors qu'on sait qu'on manque beaucoup de greffons. Sauf que le patient en question ne se sent absolument pas guéri et il manifeste de la déception. Il avait placé énormément d'espoir et d'attente dans la greffe et après coup il se dit que finalement c'est pas si extraordinaire que cela. Si on essaie selon l'adage spinoziste de ne pas juger mais de comprendre, on peut s'appuyer sur le corollaire d'Éthique 2.13. Dans ce corollaire, Spinoza écrit que notre corps existe tel que nous le sentons. Ça ne signifie pas que le ressenti qu'on a de son corps est nécessairement en adéquation avec sa réalité sur le plan biomédical. Là, sur le plan biomédical, il était guéri, le patient en question. Mais ça signifie que ce que nous ressentons de notre corps s'impose à nous. Et que c'est cette sensation qui a des effets très concrets sur nos représentations et sur nos actions. C'est-à-dire que ce que l'on sent a bien plus de réalité au sens d'effectivité que ce que l'on dit de notre état, ou ce que l'on nous dit de notre état. Ce que le patient ressent a beaucoup plus d'effectivité pour lui que ce que le médecin va lui dire d'après les analyses biomédicales qui ont été faites suite à son intervention. Autrement dit, ce n'est pas le patient qui n'y met pas du sien, mais ça traduit la manière dont il est actuellement affecté. Et dans le même ordre d'idées, le médecin lui-même est dépendant de la représentation qu'il a de sa pratique. Représentation que lui-même n'a pas délibérément choisie, mais qui est liée à sa formation, aux valeurs qui lui ont été inculquées, à ce qu'il a appris au cours de sa pratique professionnelle, etc. Notamment ce qu'on entend beaucoup, surtout dans des contextes où les traitements sont aussi invasifs et agressifs qu'en cancérologie, par exemple, qu'il fait ce métier pour réparer les corps, pas pour les abîmer. Ou alors qu'il fait ce métier pour aider le patient à récupérer le plus de mouvements possible, pas pour faire avec ses déficiences, etc. Donc on voit que c'est une certaine conception du corps, de la santé, de la guérison qui est en jeu ici. Donc l'enjeu, ça ne consiste pas à dire au médecin qu'il doit renoncer à une certaine conception de sa pratique. Ça ne consiste pas à dire au patient qu'il doit faire un effort pour être un peu plus compliant, manifester plus de gratitude, etc. L'enjeu, ça consiste à donner du jeu aux représentations, à essayer de les faire bouger pour qu'elles puissent entrer en dialogue. Et pour trouver, non pas un compromis dans lequel chacun renoncerait un peu à une part de ce qu'il est et de ce qu'il pense, mais au moins un terrain de compréhension mutuelle et de discussion pour que le dialogue puisse se rétablir entre patients et médecins. Et du coup, pour éviter, ou à tout le moins pour atténuer les déceptions, les malentendus, les inadéquations, il convient d'attribuer à chaque dimension d'une possible prise en charge ce qui lui revient, ni plus ni moins. Alors, j'établis un parallèle avec une nouvelle définition d'affect, toujours dans la troisième partie de l'éthique. J'établis un parallèle avec ce que Spinoza dit du repentir.
Spinoza en parle comme d'une tristesse qui accompagne l'idée d'une action que nous croyons avoir accomplie par libre décret. Donc notre tristesse, on voit où elle se situe, elle tient pas tant, ou pas uniquement en tout cas, à l'action elle-même, mais au fait qu'on s'attribue la pleine et entière responsabilité de cette action. Comme si on avait eu la possibilité d'agir autrement et qu'on ne l'avait pas fait. Et bien de la même façon, on attribue souvent beaucoup trop à la reconstruction corporelle lorsqu'on lui attribue le tout de la convalescence, en considérant que le patient doit se sentir guéri à partir du moment où il l'est d'un point de vue biomédical et à partir du moment où les traces corporelles de la pathologie et des traitements ont été atténuées, par exemple dans le cas de reconstruction thérapeutique. En réalité, c'est plus complexe que cela, et ce qu'il ne faut pas occulter, c'est la temporalité de la convalescence, mais également ses dimensions plurielles. Ainsi, par exemple, j'ai pris cet exemple tout à l'heure, on a pu observer la déception manifeste de patients après des greffes lourdes, qu'ils attendaient comme la fin de leur parcours pathologique, et qui s'était bien passé sur le plan biomédical. Mais précisément, là, cette fois-ci, je me déplace des médecins aux patients. Précisément, placer toutes ces attentes dans le moment de la greffe, ça occulte le temps de convalescence derrière. Le temps de convalescence pour se remettre d'une intervention lourde et le cheminement psychologique pour apprendre à vivre avec un organe venu d'un autre corps. Donc, de même qu'on prend soin d'une personne et non d'une pathologie, j'y reviendrai tout à l'heure, c'est une recommandation de bonne pratique qu'on entend beaucoup. De même, il est important dans notre perspective de réinscrire le corps dans la personne et la personne dans sa vie. Il n'y a pas de raison, a priori, que la prise en compte de la personne soit requise au moment de la pathologie, mais ne soit plus de mise après dans le cas de la convalescence, une fois que les traitements sont terminés. Et précisément au moment justement où il n'y a plus la pathologie pour occulter les autres dimensions. Et donc le moment où les autres dimensions de l'existence reviennent de façon extrêmement manifeste. On voit beaucoup ça à la fin des traitements. Dans un premier temps, tout est focalisé par les traitements, la perspective de guérir, de rester en vie, etc. Et au moment où il n'y a plus de traitement, ce sont toutes les autres dimensions qui ont été marquées par la pathologie qui reviennent au premier plan. Et je m'appuie désormais sur la proposition 2 d'éthique 3 et sur son scoli. La proposition 2 nous dit « Le corps ne peut déterminer l'esprit à penser, ni l'esprit déterminer le corps au mouvement ni au repos. » Et son scoli « L'esprit et le corps, c'est une seule et même chose, qui se conçoit sous l'attribut tantôt de la pensée, tantôt de l'étendue. » Cette proposition et son scoli nous rappellent que, d'une part, nous sommes tout à la fois un corps et un esprit. Donc le soi de la maladie et des traitements ne se limite pas à sa dimension corporelle, même dans le cadre d'une pathologie spécifiquement somatique, mais qu'en même temps, corps et esprit se conçoivent sous deux attributs différents. Les deux dimensions de la proposition sont importantes. C'est-à-dire que chacun va suivre sa logique, sa temporalité, ses propres lois. Et comme les deux sont les facettes d'une même pièce, c'est-à-dire nous en tant qu'êtres vivants, il n'est pas satisfaisant que l'attention soit exclusivement portée sur l'un au détriment de l'autre, mais en ayant à l'esprit que Spinoza a une conception élargie et du corps et de l'esprit. C'est-à-dire qu'on peut prendre soin de l'esprit sans nécessairement se focaliser sur sa dimension rationnelle, il y a aussi l'imagination, les affects, etc. Et on peut prendre soin du corps sans uniquement se focaliser sur la performance physique. Il y a aussi sa sensitivité, les traces mémorielles, etc. Et dans le même temps, la proposition « le corps ne peut déterminer l'esprit à penser, ni l'esprit déterminer le corps au mouvement ni au repos », cette proposition est également importante. Parce que, je le disais, ils suivent chacun leurs propres lois, et on ne peut pas attendre que l'un impose sa voie à l'autre. On ne peut pas attendre que l'un puisse obtenir de l'autre quelque chose qui ne convienne pas avec l'état dans lequel il est, et avec la temporalité dans laquelle il est inscrit. Par exemple, l'esprit peut certes vouloir tourner la page et passer à autre chose, mais il ne pourra pas faire que le corps ait récupéré des traitements juste après la fin de ces traitements, sans laps de temps pour en éliminer les traces et pour recouvrer de leurs effets. Et parallèlement,
le corps a beau être guéri au point de vue biomédical ou réparé au niveau esthétique, il ne pourra pas faire non plus que l'esprit considère que l'individu est pleinement guéri, s'il n'a pas eu le temps de cheminer à partir de cette reconstruction physique, s'il n'a pas eu le temps de sentir cette convalescence et ce recouvrement comme faisant désormais partie de son existence. Le soi, c'est plus que le corps, et le corps, c'est plus qu'une des figures qu'il revêt. Ça me mène à la deuxième thématique que je vais prendre pour illustrer mon propos. J'avais déjà eu l'occasion d'en parler. C'est cette recommandation de bonne pratique selon laquelle il faut voir la personne derrière la pathologie dans le soin. Ma question à partir de là, parce que j'entendais énormément ça dans les différents services, et ma question était la suivante, mais de quelle personne parle-t-on quand on dit ça? Et pourquoi on a besoin d'en faire une recommandation? Pourquoi on a besoin de se dire, au fait, il y a une personne derrière la pathologie en contexte de soins? Alors, dans le contexte des analyses, des diagnostics, des traitements à visée curative, c'est le corps organique dont il est question. Ses organes, ses tissus musculaires, ses articulations, etc. Et ce corps organique, il est à ce point présent dans un contexte somatique qu'il constitue une forme de médiation entre le patient et le soignant dans la relation thérapeutique, plus que l'échange verbal d'ailleurs. Ainsi, le soignant va prendre la tension, il va prendre la température, le patient va évoquer ses symptômes, il va présenter ses parties malades au soignant, etc. Or, si on se place dans un contexte spinoziste, on se rappelle que le corps ne se limite pas à ses dimensions organiques, y compris en contexte de pathologie somatique. Ça signifie quoi? Ça signifie qu'on restreint l'approche qu'on a du corps, on restreint la possibilité d'évaluer son état clinique si on s'en tient à cette seule dimension organique. Ainsi, dans le SCOLI d'éthique 3.2 que je mentionnais tout à l'heure, la structure du corps humain est abordée en termes de ce que le corps peut faire. Et ce que le corps peut faire, Spinoza dit que seule l'expérience est à même de me l'enseigner. C'est l'expérience qui m'enseigne ce que le corps peut faire. Du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en se focalisant sur la structure du corps telle qu'elle apparaît sur les radiologies, en tentant par nos interventions de la faire ressembler à celle qui a été enseignée dans les cours de formation, un certain degré d'amplitude des mouvements articulaires, une certaine courbure de la colonne, etc., on peut paradoxalement avoir un effet contre-productif en venant chambouler la manière dont le corps en mouvement, le corps appréhendé à partir de ce qu'il peut faire, s'était adapté à cette morphologie. On a par exemple des boiteries qui s'accentuent après intervention d'un kinésithérapeute qui a tenté de remettre la colonne de façon, par des interventions de rééducation, de la remettre plus droite. Donc prêter attention à la personne derrière la pathologie, ça reviendrait dans un premier temps à être à l'écoute du corps affecté, du corps senti et du corps dans ses activités quotidiennes. C'est-à-dire derrière le corps organique qu'on appréhende par l'intermédiaire des imageries médicales et des normes de ce que serait un corps en bonne santé. Inversement, je me rappelle un kinésithérapeute qui m'avait dit que le jour en fait où il avait compris qu'il n'y avait probablement personne sur Terre qui avait la même morphologie que celle qu'on apprenait dans les livres, il avait beaucoup progressé dans sa pratique et il rencontrait beaucoup moins d'échecs dans ses rapports avec les patients. Donc ça, c'est du côté du corps. Et du côté de l'esprit, lorsqu'il est mobilisé au cours d'une relation thérapeutique d'ordre somatique, je précise, c'est en général pour faire participer le patient à une décision concernant son parcours de soins. Est-ce qu'il est d'accord pour avoir recours à une intervention chirurgicale? Est-ce qu'il veut une ligne supplémentaire de chimiothérapie ou est-ce qu'il veut entrer dans une limitation de traitement, etc. Et dans ce cas, c'est à la raison du patient que l'on fait appel. Selon les termes consacrés, sa capacité à entendre une information claire et loyale, à exprimer clairement et de façon argumentée ses réponses, etc. Or, non seulement on peut interroger ce que signifie prendre une décision claire et informée en général, je veux dire dans notre vie de tous les jours. On se détermine selon la représentation qu'on a de la situation, donc selon la façon dont elle nous affecte, beaucoup plus que de façon objective. On peut penser aux décisions qu'on prend au quotidien et se demander si vraiment on le fait en fonction d'informations claires et loyales bien comprises.
Mais cela a aussi pour effet secondaire d'exclure de la participation au choix du parcours thérapeutique les patients qui ne sont pas considérés comme aptes à prendre des décisions pour eux-mêmes. C'est-à-dire les patients atteints de maladies neurodégénératives, les personnes âgées qui ont des troubles confusionnels au cours de leur hospitalisation, les enfants, etc. Et pourtant, même si nous ne sommes plus en mesure d'argumenter, d'exprimer verbalement une décision, on exprime toujours des préférences, des réticences, des désirs, etc. Je rappelle la forme d'équivalence que Spinoza établit entre l'effort pour persévérer dans son être, le conatus, les appétits, cet effort quand il est rapporté au corps, la volonté, cet effort rapporté à l'esprit. Ce qu'on appelle la volonté, c'est juste l'effort pour persévérer dans l'être quand on la rapporte à l'esprit. Ça nous donne deux enseignements. Non seulement ce qu'on appelle habituellement nos désirs ne sont pas en réalité choisis en toute connaissance de cause, mais en plus, il n'est pas besoin que nous soyons en mesure de les verbaliser et de les argumenter pour avoir des appétits et pour que ces derniers s'expriment d'une manière ou d'une autre. Dans ce cadre, prêter attention à la personne qu'est le patient reviendrait à prendre en considération ce que son comportement, ses expressions faciales, etc., disent de ses préférences et de ses réticences, même si lui n'est plus en mesure, ou pas en mesure, de l'exprimer dans une logique qui convienne avec la nôtre. Donc on voit que si on essaie d'interpréter cette recommandation de bonne pratique en contexte spinoziste, c'est à la pluralité du corps et de l'esprit qu'elle nous inviterait à être attentifs. La question éthique est la suivante, et je terminerai là-dessus ce deuxième exemple. Qu'est-ce que cela engage côté soignant ? Puisque moi, comme je vous l'ai dit, je travaille avec les soignants dans le cadre d'une éthique des pratiques de soins. Si le soignant ne peut plus uniquement s'en remettre, uniquement évidemment, il ne s'agit pas de les remplacer, s'il ne peut plus uniquement s'en remettre aux imageries, aux analyses biomédicales pour évaluer l'état du patient, côté corps, s'il doit prêter attention à ce qui se dit de ses préférences, de ses réticences, hors langage verbal explicitement exprimé, côté esprit, ça signifie qu'il doit lui-même être présent sur un autre mode au cours de la pratique de soins. Une posture professionnelle ne peut pas rencontrer une personne. Si on veut voir la personne qu'est le patient, il faut à un moment donné être aussi là d'une certaine façon en tant que personne et donc mettre plus de soi plus que ce que sa formation initiale et les protocoles habituels qu'on a appris, que nous avons à disposition. Et si on prête attention, je vais assez rapidement, de façon parallèle au corps et à l'esprit du soignant, ça pourrait donner les éléments suivants. D'une part, alors que le corps est le premier mobilisé dans les pratiques de soins, y compris le corps du soignant, il y a l'auscultation, il y a la mobilisation des patients, etc. En réalité, ce corps, c'est le grand absent de l'éthique en santé. À part comme outil de travail dans des formations pratiques, à part comme possible transmetteur de bactéries dans des règles d'hygiène, on aborde très peu le corps des soignants dans les formations. Et pourtant, si le soignant doit être attentif à ce que le patient sent de son corps, il faut bien que le corps du soignant puisse lui aussi être affecté. Et qu'il puisse être affecté, ça veut dire que le soignant se sente autorisé à être à l'écoute de la manière dont il perçoit la situation. Or, comme l'écrit Spinoza, par exemple dans la démonstration d'éthique 443 démonstration, le corps peut devenir moins apte à être affecté par les choses extérieures. Et dans le monde de la santé et du soin, ce peut être en raison d'une forme de saturation affective qui fait qu'il y a tellement de situations difficiles qu'à un moment donné, toute nouvelle affection ne sera plus sentie, ne sera plus tolérée. Il y a une forme de saturation qui est atteinte. Ou bien, et c'est plus grave à mon sens, enfin pas pour le soignant, mais dans la démarche qu'on met en place, ça peut être aussi en raison du désapprentissage à être affecté en situation professionnelle. Spontanément, on est affecté par les choses extérieures, mais les soignants, au cours de leur formation initiale, apprennent à adopter une posture professionnelle au sein de laquelle ils ne sont plus affectés par les situations qu'ils rencontrent. D'autre part, et dans le même ordre d'idée, pour que le soignant puisse être à l'écoute
de ce qui se dit des croyances, des valeurs, des représentations, des préférences du patient, hors cadre habituel de leur expression. Il importe que le soignant lui-même puisse être présent dans une approche non exclusivement objective, je mets des guillemets. Alors, on pourrait me rétorquer, oui, bien sûr, on se scinde pas comme ça. De fait, on n'est pas que dans une perspective rationnelle, de toute façon. Mais encore une fois, dans une profession où on vous apprend à laisser la personne que vous êtes à la porte du service en revêtant votre blouse, vous avez désappris à être là en tant que personne. Donc, vous avez désappris à pouvoir percevoir la situation présente au-delà de ce qui en apparaît au sein des protocoles. De percevoir dans ce cas-là de non-dit. Et dans le même temps, on perd une certaine aptitude à entendre des représentations et des croyances qui peuvent entrer en tension avec celles qui sont véhiculées par la médecine d'aujourd'hui. J'irai même un cran plus loin en disant que on n'a même plus conscience que l'approche médicale est elle aussi porteuse de croyances et de représentations. Donc, entrer en relation avec la puissance d'agir du patient, avec son effort pour persévérer dans l'être, avec ses appétits, avec ses désirs, ça nécessiterait de prêter attention à ses propres représentations, en ayant à l'esprit que les idées qu'on a des choses et des situations disent, c'est le corollaire 2 d'éthique 2.16, elles disent en fait beaucoup plus de notre état que de la situation elle-même. Je reviens à l'exemple de l'infirmière tout à l'heure, ce qu'elle disait en disant cette patiente, ce qui se disait sous cette patiente est dans le déni, c'est moi je suis difficilement affectée par cette situation et je serai à ma place, je m'effondrerai. Sauf qu'en disant la patiente est dans le déni, elle présuppose que c'est la perspective générale sur la situation, donc il n'y a pas d'autre façon possible d'être affectée par cette même situation. Alors j'ai bien conscience que ce n'est pas du tout la chose facile, je ne suis pas en train de donner des grandes leçons de morale, parce que ça suppose de comprendre le statut de ce qu'on pense être la réalité des choses comme une des représentations sur cette réalité. Mais en même temps, il me semble que ça peut être aussi l'occasion d'atténuer une tension perpétuellement présente dans les pratiques des soins entre ce que le soignant perçoit de la situation, donc il va essayer de mettre sous le tapis si ce n'est pas en lien avec ce qui est dit objectivement de la situation, en même temps ce que le patient semble en vivre, ce qu'on va lui proposer et le retour que va nous donner le patient. Donc ça crée une forme de tension importante et peut-être que de pouvoir à un moment donné dire et poser les choses permettrait d'atténuer ces tensions. Alors après ces deux exemples rapides de thématiques d'éthique en santé, j'en viens à mon chemin retour avec cette question de l'éclairage que ce détour par les pratiques de soins peut nous donner sur la philosophie spinoziste, ce que je vais appeler la philosophie spinoziste comme philosophie pratique. Il me semble qu'on pourrait tout d'abord établir un pont entre les enjeux institutionnels d'une incitation à des pratiques éthiques dans les pratiques de soins et les enjeux politiques du fait de favoriser la liberté au sein de la cité. Je m'explique. Dans les deux cas, on pourrait se dire qu'il y a avant tout un intérêt pratique à le faire et que c'est cet intérêt pratique qui va primer si, comme je le disais tout à l'heure, on n'entend pas légiférer ou réglementer sur les cœurs. Alors, du côté des pratiques de soins, l'enjeu pratique est double. D'une part, une pratique éthique se fera en principe pour le grand bénéfice des patients, c'est quand même ce qu'on recherchait. Et d'autre part, impliquer les soignants dans la détermination de ce que seraient les bonnes pratiques, c'est le meilleur moyen d'obtenir leur adhésion dans cette démarche. Or, on peut se dire que ça rejoint dans une certaine mesure des considérations pragmatiques assez semblables qu'on trouve dans le traité politique, cette fois-ci à propos de la liberté. En effet, lorsque Spinoza défend une certaine conception de la liberté de juger dans le traité politique, on peut en retracer le cheminement suivant. Ce n'est pas dans l'ordre, je pioche des passages dans le désordre dans l'ouvrage. Premier point, les hommes n'abandonnent pas leur nature humaine lorsqu'ils relèvent du droit politique. 4.4. Deuxième point, or, il se trouve que personne ne peut renoncer à sa faculté de juger. Chapitre 3, paragraphe 8.
Troisième niveau, la puissance du corps politique diminue d'autant que le souverain offre à plus de gens des raisons de se liguer contre lui. Chapitre 3, paragraphe 9. Dit autrement, le souverain a intérêt à ne pas faire violence aux citoyens en restreignant leur liberté de juger s'ils souhaitent maintenir son autorité. Intérêt pragmatique. Donc cette mesure a bien entendu des effets vertueux, mais elle est avant tout fondée sur des raisons d'ordre politique. On peut ainsi obtenir des effets collectifs souhaitables pour des raisons qui sont en elles-mêmes amorales. Et pourtant, on voit qu'on ne peut pas en rester là, parce que dans ce même livre, dans le traité politique, Spinoza, dans le même temps, défend une conception très exigeante de la liberté. Il n'en reste pas à cette simple liberté de juger au sens par nature, c'est-à-dire finalement chacun son opinion, pour dire les choses assez rapidement. Ainsi, par exemple, dans le paragraphe 7 du chapitre 2, Spinoza nous invite, je cite, à ne pas confondre liberté et contingence. En effet, la liberté est une vertu, une perfection, donc rien de ce qui en l'homme est trace d'impuissance ne peut se rapporter à la liberté. Et il écrivait dans le paragraphe précédent, le paragraphe 6, « La liberté du cœur ou le courage, c'est là une vertu privée, alors que la vertu de l'État, c'est la sécurité. » On se trouve alors face au balancement suivant. Pour ne pas s'attirer les foudres de la multitude, le souverain a grandement intérêt à ne pas aller à l'encontre de sa liberté de jugement. Mais en réalité, ce qui est alors exercé, c'est bien plutôt une licence. Là où la véritable liberté reviendrait plutôt à être conduite par la raison, comme il le dit dans le paragraphe 20 du chapitre 2. Mais cette véritable liberté, nul peut être contraint de cheminer vers elle. On retrouve d'ailleurs des enjeux contemporains de nos démocraties entre dire au peuple ce qu'il a envie d'entendre pour être élu, et donc pour être au pouvoir, pour avoir une action, ou s'adresser à la raison des hommes pour leur proposer une approche plus juste de la réalité, mais au risque de ne pas être élu, et au risque du coup de ne jamais être en mesure d'avoir une action politique. On retrouve en réalité les mêmes types de questionnements en éthique en santé, pas l'éthique des grands principes ou l'éthique des livres, mais l'éthique de terrain qui travaille avec le matériau que constituent les soignants dans leur pratique quotidienne. Dit rapidement, est-ce qu'il faut que les soignants entrent chacun dans un cheminement éthique pour améliorer les pratiques de soins? Et en quoi alors on peut les y contraindre à ce cheminement éthique qui demande un effort tout à fait particulier? Mais inversement, est-ce que ce serait satisfaisant pour les patients, mais aussi pour les soignants, de n'adopter que l'apparence d'un comportement éthique en pratique professionnelle, qui pourtant en plus occupe une grande part de leur quotidien? Alors si je me fie à mon travail quotidien dans le centre de lutte contre le cancer dans lequel je suis chercheur assistante, je dirais que l'équilibre progressivement trouvé, mais toujours remis à l'ouvrage, on va dire, pourrait se définir comme suit. D'un côté, nul ne peut être contraint à entrer dans un cheminement éthique. C'est comme la rééducation physique d'ailleurs. On ne peut pas être rééduqué physiquement contre son gré. Là, de la même façon, on ne peut pas faire un cheminement éthique sans l'adhésion de la personne concernée. Ce qu'on peut simplement exiger, c'est que certaines règles de bonne conduite soient respectées au sein d'un établissement. Par contre, ça ne signifie pas qu'on ne doive pas proposer aux soignants les moyens de ce cheminement. Il ne faut pas glisser on ne peut pas imposer le cheminement à, de toute façon, ça ne sert à rien même d'essayer de leur proposer les moyens de ce cheminement. Ensuite, libre à eux de s'en emparer ou non, ou bien de s'en emparer plus tard. Je repense ainsi au staff de soignants qu'on organise en hématologie. Les staffs, en fait, ce sont des moments où il y a ritualisé une fois par semaine, où il y a une demi-heure consacrée uniquement aux soignants, aides-soignants, infirmiers. Ce n'est pas des staffs de décision médicale, ce sont des moments où ils peuvent évoquer des situations qui les mettent en difficulté, qui sont récurrentes, discuter de la façon dont ils vivent leurs pratiques, etc. Et ces staffs, ils ont lieu dans la salle de repos du service sur la base du volontariat. Et il se trouve que, lors de ces staffs, il y a certains soignants qui, par le plus grand des hasards, avaient quelque chose à faire dans la salle de repos. Mais bien sûr, ils ne participaient pas du tout au staff, mais il se trouve qu'ils étaient là. Et puis, ils tendaient un peu, la fois d'après, ils tendaient un peu l'oreille à ce qu'ils disaient, mais ils étaient juste là pour faire une relève, ils s'asseyaient autour de la table, mais bon, ils tendaient un tout petit peu l'oreille.
Et puis la fois d'après, ils apportaient un petit complément à la discussion, mais c'est juste en passant, je pense à quelque chose. Et on les voyait progressivement entrer en fait à l'intérieur du staff et à l'intérieur de cette réflexion éthique. L'idée, c'est que le collectif, c'est-à-dire la recherche à plusieurs du sens qu'on met dans son métier, et la possibilité de participer à l'élaboration des bonnes pratiques, ça constitue une bonne médiation vers ce qui pourra prendre la voie d'un cheminement éthique pour certains. Pour certains, ça prendra la voie d'un cheminement éthique. Pour d'autres, c'est une graine qui peut-être germera plus tard. On n'en verra pas d'ailleurs ce que ça donnera par la suite. Et à tout le moins, dans un premier temps, ça permet des pratiques plus souhaitables pour tous, même si dans un premier temps, c'est au niveau du revêtement extérieur. Donc à partir de là, il me semble qu'on pourrait essayer de repenser l'articulation privée-publique ou éthique-politique dans la philosophie de Spinoza. Parce qu'il s'agit de penser à la fois deux choses. D'une part, le lien entre les deux. Les hommes ne sont pas divisés entre une vie publique ou professionnelle et une vie privée. On reste des hommes dans la cité, on reste des hommes dans les services de soins. Et en même temps, l'absence de causation directe entre l'un et l'autre. On n'attend pas un gouvernant vertueux pour constituer un corps politique, pas plus que le souverain doit se donner pour objectif de moraliser ses sujets. Du coup, premièrement, la liberté au sein du corps politique, elle n'est pas à penser sur le mode de la conservation d'une donnée antérieure. Je suis d'abord libre, j'entre en société, il faut que j'arrive à préserver l'intégrité de ma liberté. Ce sera plutôt la constitution progressive d'une aptitude au sein de la cité. Et c'est ce qu'on retrouve d'une manière plus générale dans les rapports entre vie personnelle et vie sociale des hommes. Ainsi, par exemple, on lit dans le paragraphe 15 du chapitre 2 que « Sans une aide réciproque, les hommes ne peuvent guère entretenir leur vie et cultiver leur esprit. » Spinoza ne dit pas simplement qu'on entre en société pour réussir à subvenir à nos besoins premiers, se nourrir, se loger, etc., mais c'est aussi on en a aussi besoin pour cultiver notre esprit. Donc la vie en société rend possible le développement d'une vraie liberté sans pour autant la causer directement. Deuxièmement, la liberté de juger n'est pas plus à penser comme un acquis de la vie en société qui ne serait utile et favorable qu'aux hommes considérés individuellement, comme si c'était une sorte d'individualisme au sein de la vie sociale et politique. Moi, je viens à titre individuel, je bénéficie de cela et j'en bénéficie à titre uniquement individuel dans la société. On retrouve l'idée inverse dans le paragraphe 14 du chapitre 9, toujours du traité politique. Non seulement les dispositions intellectuelles des hommes sont trop faibles pour pouvoir tout pénétrer d'un coup, mais elles s'aiguisent en délibérant, en écoutant, en discutant. Première partie, on cultive notre esprit quand on est à plusieurs. Mais la deuxième partie est importante aussi, c'est en examinant toutes les solutions qu'on finit par trouver celles qu'on cherche, sur lesquelles se fait l'unanimité et auxquelles nul n'avait songé auparavant. Deuxième partie, à savoir les effets en retour proprement politiques de cette culture des esprits. C'est pas celui qui a parlé le plus fort, qui avait le plus de charisme ou qui a parlé en dernier, mais c'est une situation à laquelle personne n'avait songé auparavant, qui a été construite en commun et autour de laquelle se fait l'unanimité. Donc le développement d'une vraie liberté rend plus riche et plus efficace dans le même mouvement la vie au sein du corps politique ainsi élaboré. Ça signifie que la liberté de juger serait ce qui peut résulter progressivement de la culture des esprits, et non pas simplement absence de contraintes, et elle aurait un sens politique fort et non seulement une dimension privée. Et à mon sens, l'éthique peut jouer le même rôle de lien entre cheminement personnel et constitution d'un collectif au sein des pratiques de soins au quotidien. Alors une autre grande thématique, et je finirai là-dessus, une autre grande thématique de l'éthique des pratiques de soins au quotidien qui peut nous permettre de donner un éclairage nouveau sur la philosophie spinoziste, ça tient, il me semble, dans la manière dont elle nous amène à repenser le lien entre pratique et réflexion. En effet, il ne peut pas être question dans une éthique ainsi conçue d'appliquer sur le terrain des grands principes qui auraient été conçus par ailleurs, isolément de la pratique elle-même.
Pour comprendre ce qui s'y joue, pour comprendre ce qu'on peut y faire, il faut se familiariser avec la pratique. C'est vraiment l'intérêt d'avoir ce type de travail à l'intérieur des services pour essayer de déceler ce qui est déjà en questionnement, fût-ce de façon implicite. Pour essayer de comprendre aussi quelles contraintes jouent et pour mettre au jour ce sur quoi on pourra ou non avoir une certaine action. Et en retour, c'est cette réflexion élaborée à même la pratique, par la médiation et l'accompagnement d'une personne extérieure, qui pourra prendre sens pour les soignants. Parce que ce sera accessible pour les soignants, et parce que de fait, ils vont le réinvestir dans leur pratique quotidienne parce qu'ils ont participé à sa mise en place. Le fait qu'ils aient participé à la réflexion fait que ça les habite et que de fait, ils ne seront plus tout à fait les mêmes ensuite dans la pratique. Or, c'est bien là ce que vise Spinoza, me semble-t-il, dans le premier paragraphe du traité politique, lorsqu'il affirme que, dans toutes les sciences qui ont une application, la théorie, pense-t-on, s'éloigne de la pratique, mais c'est dans la politique que cet écart semble le plus grand. Et l'on estime que nul n'est moins apte à régir une république que les théoriciens ou les philosophes. Si on entend par là, bien sûr, ceux qui conçoivent les choses, abstraction faite des circonstances particulières dans lesquelles elles existent et opèrent. Ainsi, une politique qui a été conçue dans l'absolu, en dehors de conditions réelles d'application, elle ne pourrait être établie, dit Spinoza, que dans les circonstances idéales que les philosophes avaient à l'esprit. Mais je crois que la critique de Spinoza est plus profonde que cela. C'est-à-dire ce qu'il reproche finalement aux philosophes théoriciens de la politique, c'est pas tant de proposer des théories qui ne seraient applicables que dans un certain contexte déterminé, ou même de vouloir prédéterminer les circonstances dans lesquelles elles s'appliqueront, mais il me semble que plus fondamentalement, il leur reproche de considérer que les circonstances n'ont aucune prise sur une action politique bien conçue. Donc, il leur reproche d'envisager une forme de gouvernement des hommes, abstraction faite de ce que sont les hommes en réalité. C'est dans le même paragraphe que partir des hommes tels qu'ils sont. En réalité, pour Spinoza, les circonstances ne sont pas un champ d'application a priori, elles sont pleinement partie prenante de la réflexion en train de s'élaborer. Reste à savoir alors, et il me semble que c'est une question en partie ouverte dans la philosophie spinoziste, reste à savoir quelle sera ou qui sera l'occasion de ce passage de la pratique à la réflexion dans un cadre politique. L'équivalent, pour dire les choses ainsi, du rôle joué par la tierce personne dans les pratiques de soins. Sans quoi on reste dans ses habitudes pratiques. Cette question, elle peut se poser aussi au sujet, enfin, je me la pose en tout cas, vous me direz si vous avez la réponse, au sujet des institutions dans le traité politique. Parce que lorsque Spinoza rappelle que les gouvernants sont des hommes comme les autres, c'est-à-dire tout autant capables, tout autant déterminés par leurs affects, etc., il conclut sur l'importance des institutions qui ont pour but de faire que les gouvernements agissent pour le bien commun, que ce soit par la raison ou par les passions. Mais on pourrait poser la même question. Qui va établir ces institutions pour constituer une forme de médiation entre la pratique de la politique et la réflexion sur une amélioration possible de ces institutions? Il me semble qu'il y a là, en éthique comme en politique, tout un champ de recherche à mener sur les différents types de médiation qui peuvent jouer un rôle dans le cheminement, qui peuvent servir d'occasion d'un changement possible dans un univers déterminé, mais aussi à même la pratique, sans présupposer qu'on puisse appliquer dans la pratique, sans médiation, des principes élaborés par ailleurs, mais en même temps sans non plus tomber dans l'extrême inverse de dire que la pratique se suffit à elle-même. Si on dit que la pratique se suffit à elle-même, ça veut dire que les choses ne pourront jamais être autres que ce qu'elles sont actuellement. C'est la différence, il me semble, entre immanence et immédiat. C'est pas parce que les choses se font de façon immanente qu'elles se font de façon immédiate, c'est-à-dire sans médiation. Enfin, et j'en viens à ma conclusion, dans cette idée d'une médiation requise pour que les réflexions s'élaborent à partir de la pratique, en y faisant participer les praticiens eux-mêmes, intervient la question de la temporalité. Et la question de la temporalité en deux sens. La temporalité, c'est à la fois le temps requis pour que ça puisse se mettre en place, et c'est à la fois le sens du moment important pour le faire.
Si je me fie de nouveau à mon expérience dans les services de soins du Centre Léon Bérard, il en ressort deux choses. D'une part, que ce cheminement se fait très progressivement sur le long terme par un effort réitéré, ce qui veut dire difficilement. C'est difficile de faire réitérer un effort sur le long terme par des soignants qui sont pris par ailleurs dans leur pratique. Deuxième chose, qu'il est requis d'avoir pour cela des moments dédiés, distingués du temps de l'action aux effets immédiats. Et autant que possible, en dehors des services. Alors, si possible, en dehors des services pour faire un pas de côté, et en même temps, si possible, compter dans le temps de travail des soignants, pour ne pas considérer que le temps de l'éthique soit un temps de loisir. On essaie de tenir ensemble des choses qui ont du mal à tenir ensemble. C'est-à-dire que le temps de la réflexion sur les pratiques, c'est pas un temps de loisir et c'est pas non plus une parenthèse très vite refermée. C'est le petit, vous savez, le petit bol d'oxygène, le petit temps d'aération pour revenir dans la pratique derrière. Ça n'a pas d'intérêt dans ce sens. Donc l'idée, c'est certainement pas de proposer aux soignants des recettes pour qu'ils tiennent le coup dans les situations particulières, pour qu'ils préservent leur intégrité face aux patients, face à l'entourage, qu'ils prennent le dessus même face à eux-mêmes, qui sait. L'idée, c'est plutôt de se dire qu'ils vont élaborer en amont, à partir des situations rencontrées, une réflexion qui fera qu'ils seront de fait par la suite, mais sans même avoir à y penser. Parce qu'ils seront différemment affectés, parce qu'ils auront une compréhension différente de la situation, et du coup, mais j'allais dire presque sans même le vouloir, parce qu'ils vont être amenés à agir différemment dans ces situations. Et il me semble que c'est ce qu'on peut reconstruire dans la philosophie spinoziste par la différence entre potestas et potentia. Potestas au sens du pouvoir, de pouvoir faire quelque chose, et potentia au sens de la puissance plus originelle, entre guillemets, d'où découlent ces pouvoirs d'eux. Ainsi, la potentia, elle serait première par rapport aux différents potestas qui se déclinent derrière. Et ces potestas en seraient une forme d'expression lorsqu'on entre en rapport avec les choses extérieures. Ce serait donc la potentia qui serait à cultiver à partir des situations, mais en amont et sur le long terme. Pour nous permettre, encore une fois, d'être ensuite différents dans la pratique à venir. Non pas de ne plus être dans la pratique, comme le laisse entendre une conception erronée de la réflexion qui nous ferait sortir comme si on devenait un empire dans un empire, mais d'y être avec tout ce qui aura été élaboré entre-temps, d'y être à partir de notre puissance d'agir et de pensée accrue. Alors, très rapidement, en conclusion, je suis partie de l'idée que l'éthique spinoziste pouvait inspirer l'éthique en santé et parler aux soignants parce que c'est une éthique des pratiques de la vie ordinaire, qui part de ce que nous sommes et qui montre ce sur quoi on peut être d'un certain effet pour changer par la suite. La conclusion de ce cheminement, c'est que l'éclairage que donne en retour ce passage par une éthique spinoziste des pratiques de soins, cette fois-ci, est que la philosophie de Spinoza est fondamentalement une philosophie pratique. Alors je dis vraiment en deux mots ce que j'entends par là dans ce cadre très déterminé, parce que c'est une expression très vaste. C'est-à-dire une philosophie qui considère les choses dans leur historicité, donc pour ça qui intègre dès le commencement les circonstances dans lesquelles elles prennent sens et elles prennent forme. C'est-à-dire une philosophie qui interroge des points d'ancrage dans un devenir et qui donne pour cette raison toute la place aux occasions, aux rencontres, aux médiations, à tout ce qui peut susciter du changement en fait dans cet univers déterminé. Et puis une philosophie qui a très manifestement, me semble-t-il, des effets pratiques, non pas parce qu'elle ajusterait ses exigences à ce qui est déjà, ce serait un petit peu facile, elle dit ce qui est, et du coup on se dit « Ah bah oui, ça fonctionne plutôt bien avec les choses telles qu'elles se passent ». Certainement pas non plus parce qu'elle mettrait en place des recettes de vie qui resteraient simplement à appliquer par la suite. La vie, elle est toujours beaucoup plus riche, plus variée, plus inattendue, plus complexe que ce qu'on pourrait mettre dans ce manuel de recettes. Mais plutôt parce qu'elle a notre expérience, nos possibles, nos ressources, notre puissance d'agir comme point de départ, comme balise de notre cheminement et aussi comme visée fondamentale. Je vous remercie. Merci beaucoup, c'est nous qui vous remercions.
attention, j'espère qu'on va pouvoir s'entendre. À côté, il y a un cours de pratique théâtrale, ce qui explique qu'ils sautent dans tous les sens en criant. Voilà. Peut-être qu'on devrait leur proposer une analyse. Je vais spinoziste essayer la pratique de me théâtrale. renseigner sur le côté indispensable de ces ateliers de pratique théâtrale dans une salle de cours. Enfin, je pensais qu'il y aurait des salles spéciales pour ça, enfin, bien loin de tout, bien isolées. Non, il faut ça dans une salle de cours. Ils sautent partout. C'est pour ça que ça tremble. Hein. Bon, alors écoutez, merci beaucoup pour cet exposé extrêmement intéressant. Moi, je ne vais pas reprendre maintenant, c'est pas du tout mon rôle. Mon rôle est de modérer la discussion, donc c'est vous qui allez avoir la parole, bien sûr. Mais disons que je vais quand même ouvrir, parce que c'est aussi un petit peu normal dans ce genre de circonstances. Moi, j'étais très sensible à tout ce que vous avez dit, c'est-à-dire justement toute cette espèce de négociation difficile entre justement ce passage où vous avez bien insisté sur le fait qu'il fallait être capable d'avoir des affections, c'est-à-dire en gros une sorte d'empathie quand même, personnelle à l'égard de quelqu'un qui souffre, donc de déposer un petit peu, comme vous disiez de façon très juste, sa blouse, enfin, de ne pas être dans sa blouse comme dans une armure, quoi, hein, qui nous séparerait de la personne, mais ouvrir un peu la blouse. Ah, je ne veux pas entrer dans les fantasmes habituels des patients vis-à-vis de leurs infirmières. Mais enfin bon, donc ouvrir un peu la blouse et laisser passer une espèce d'empathie sans pour autant effectivement aller jusqu'au point où on sature et où on, pour diverses raisons, se retrouve, incapable au fond de poursuivre ce travail. Bon, donc, si vous voulez, entre autres, bien nombreuses choses intéressantes, il y avait ça. Ce que j'aimerais, si vous voulez, c'est que vous nous disiez, mais ça serait une question subsidiaire, encore que pas si subsidiaire que ça, mais ce que j'aimerais, peut-être, si vous êtes d'accord, c'est que vous nous précisiez peut-être un peu plus concrètement quel est votre rôle? C'est-à-dire, est-ce que vous jouez un rôle de psychologue? Est-ce que à quel moment vous intervenez? Après les traitements, pendant les traitements, en fin de journée, en milieu de journée, pour tenir quel type de discours? Et puis, est-ce que ça a une reconnaissance institutionnelle? Et est-ce que vous avez l'impression d'être utile, au fond? Enfin, tout ça, j'aimerais bien que vous nous le disiez un petit peu plus. Mais j'aurais d'abord une question quand même sur Spinoza. Enfin, sur Spinoza, tel que vous l'avez abordé. Moi, si vous voulez, j'avais un petit peu... si j'étais un malade traité par une infirmière spinoziste, j'avoue que j'aurais un peu peur. Parce que Spinoza, c'est bien celui qui a dit celui qui est atteint de la rage, on l'excuse, mais on ne l'étrangle pas moins. Hein, et c'est aussi celui qui a dit un aveugle il serait aussi absurde pour un aveugle de se plaindre de ne pas y voir que pour un cercle de se plaindre de ne pas être une sphère. C'est vrai que c'est quand même des choses un peu rudes. Hein. Est-ce que vous êtes capable de dire ça à un patient? C'est-à-dire, vous avez une tumeur, monsieur, eh bien, il serait absurde que vous vous en plaigniez, parce que de toute façon, vous avez une tumeur, et puis c'est tout, quoi. Il y en a qui n'en ont pas, vous en avez une, il faut faire avec. Alors, à première vue, ce sont des discours terriblement violents, mais je me suis souvent demandé si, au fond, ce genre de discours de vérité, je dirais un petit peu des discours de type stoïcien, c'est-à-dire d'une certaine façon absolument impitoyable, n'était pas, par certains côtés aussi, efficace dans une relation de soins. Parce que, au fond, si quelqu'un arrive à se convaincre qu'il n'a pas plus de raison de voir qu'une pierre ou qu'un cercle, n'a de raison de penser être une sphère, peut-être que ça va lui faire du bien. De même, si vous voulez que, par exemple, je n'imagine pas du tout, dans mes rêves les plus fous, faire une course avec Usain Bolt. Donc, je suis très tranquille par rapport à ça. Je le vois courir à la télévision, je sais qu'il court beaucoup plus vite que moi, ça ne me pose pas de problème. Je n'ai pas de désir de courir aussi vite. Mais tandis qu'évidemment, les rivaux d'Usain Bolt aux Jeux Olympiques, eux, ils sont malades de voir que le type court si vite. Donc, si vous voulez, si vous arrivez à décrocher le désir d'être comme l'autre, c'est-à-dire d'y voir ou d'être en bonne santé, eh bien, donc d'obtenir une espèce de résignation, peut-être vous lui faites du bien à votre malade. Donc, au fond, est-ce que vous ne nous avez pas proposé un Spinoza trop empathique, trop gentil, quoi? Je ne sais par quel bout commencer. Bah, allez, je ne sais pas si je commence par le chien ou par le... Ouais. Je pense que ce qui est intéressant dans cette idée de se dire finalement... un aveugle, il n'a pas plus de raison de se plaindre de ne pas voir qu'une pierre ou autre, etc.
moi, je n'ai pas l'impression enfin, si je l'applique à des contextes de soins, je n'ai pas tant l'impression, en fait, que c'est une forme de résignation, mais que c'est une forme de se dire, est-ce qu'on peut au moins partir de là pour voir ce qu'on fait après ? C'est-à-dire que je pense, par exemple, à des personnes qui sont dans le déni, pour le coup, mais là, je dis ça sans jugement, ça fait aussi partie des défenses psychologiques qu'on met en place. Et par exemple, des personnes qui ont une maladie incurable et qui vont demander d'essayer encore un traitement supplémentaire, d'essayer d'entrer dans un essai clinique, d'essayer encore une ligne supplémentaire de chimiothérapie, etc. Et en fait, c'est autant d'occasions, comment dire, c'est autant de façons de ne pas avoir l'occasion, de ne pas pouvoir saisir l'occasion de faire autre chose à partir de là où ils en sont. Par exemple, de mettre en place des soins palliatifs, des soins d'accompagnement, etc. Donc moi, et je commence par là, j'anticipe un peu sur l'autre question, c'est-à-dire que mon rôle, c'est d'entendre et de dire « et maintenant, on fait quoi ?» Donc je pense que c'est un rôle qui me distingue. Je ne suis pas psychologue, ça c'est très clair, je ne suis pas psychothérapeute. Il y a aussi des psychologues au Centre Léon Bérard, donc on a vraiment des rôles très distants. Je pense que les psychologues vont plus aller chercher les raisons de l'affect, ce à quoi ça va faire écho, pourquoi telle situation va particulièrement faire choquer un soignant. Va essayer de le faire creuser, de faire un chemin en arrière. Et moi, avec eux, je fais le chemin inverse, c'est-à-dire qu'on part d'une situation, on part de la façon dont ils l'ont vécu, parce que quand ils me récitent le dossier du patient, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est comment ils ont vécu eux, pour qu'on ait de la matière à partir de laquelle travailler. Et qu'à partir de là, on puisse se dire, et maintenant, qu'est-ce qu'on en fait dans l'autre sens ? Et en fait, cette étape de dire, dans un premier temps, les choses sont ainsi, et bien paradoxalement, c'est une étape nécessaire pour faire autre chose et pour ne pas y rester. Ça me rappelle, j'avais fait un travail sur la colère des soignants et on avait fait exactement ce même type de travail. Ça rejoint la question de la saturation affective, c'est-à-dire si je ne peux pas déjà... Normalement, un soignant n'est pas en colère. Il n'a pas de raison d'être en colère, il est là pour soigner. C'est pas lui qui souffre, c'est pas lui qui est malade, etc. Donc un soignant ne doit pas être en colère. Sauf qu'ils ont plein de raisons d'être en colère par moment, ou pas de raison, mais peu importe. Si je ne peux pas dans un premier temps dire je suis en colère, si je ne m'autorise pas à le dire parce que c'est pas bien pour un soignant d'être en colère, et bien sa colère, non seulement elle va rester, mais je vais rien pouvoir en faire. Donc l'idée c'est de dire d'où on part et vers où on va. Et sur cette question de l'aveugle, je crois que ça rejoint beaucoup de problématiques que je rencontre, alors pas au Centre Léon Bérard, mais en service de rééducation, c'est-à-dire... Est-ce qu'on peut déjà ne pas se donner des objectifs complètement impossibles à atteindre parce que sinon on ne va même pas démarrer ? C'est un peu la même chose que ces images de grands maîtres qu'on voit de très loin et on se dit, moi quand je vois Usain Bolt, je me dis je vais même pas essayer de courir 200 mètres. Donc ces images qu'on voit tellement grandes, on se dit c'est même pas la peine de se mettre en chemin, le modèle est trop éloigné. Et en même temps de se dire les choses étant telles qu'elles sont, vers où on va, et ça c'est aussi un cheminement pour les médecins. Parce que comme je l'ai dit rapidement à un moment donné, le fait de ne pas pouvoir rééduquer les patients, des fois, c'est aussi un problème de médecin plus qu'un problème de patient. C'est-à-dire que les médecins et les soignants en rééducation sont formés en se disant il faut que la personne retrouve la marche, il faut qu'elle retrouve la mobilité, etc. Et parfois, il y a des personnes qui sont à un niveau de leur vie, qui ont eu beaucoup d'interventions médicales, etc., pour qui ce n'est pas une priorité. Et il y en a certains qui disent d'ailleurs avec beaucoup de franchise aux médecins, c'est de même qu'on dit des fois aux professeurs, c'est votre problème si j'arrive pas à progresser. Là, c'est votre problème s'il n'y a pas de rééducation possible, mais dans ce cadre, en fait, ça prend pas plus que ça sens pour moi, en fait. Et donc l'idée d'une brutalité générale de Spinoza, vous ne l'avez pas du tout évoquée. C'est étrange que dans tout cet exposé, vous n'évoquiez pas ce cas où il dit on excuse un homme d'être enragé, on l'en étrangle pas moins. C'est quand même une espèce de brutalité très sidérante. Oui, mais en même temps, c'est une forme de brutalité. En fait, dans ce cadre,
Pourquoi on le tue? Pour pas qu'il en contamine d'autres. Oui. Donc en fait, on le tue quand on le réinscrit dans un cadre général. Et c'est quelque chose, sans aller jusqu'à tuer les personnes, Dieu merci, c'est quelque chose qu'on retrouve en contexte infectieux grave, c'est-à-dire qu'on met les personnes en isolement. Ce qu'on appelle ces chambres P4 pour les bactéries très hautement résistantes et transmissibles. On prive de liberté la personne pour protéger les autres. On essaie de la soigner, évidemment. Mais récemment, on a eu le cas dans un hôpital d'une fin de vie dans une chambre P4, qui est quelque chose de très très difficile parce que c'est une chambre dans laquelle on ne peut pas entrer, il n'y a pas de contact physique avec le patient, etc. On imagine ce que c'est que de décéder dans ce contexte-là. Et donc là, en fait, c'est les moments où je suis d'accord avec vous que je n'insiste pas sur la brutalité de Spinoza, mais je veux dire, cet exemple-là, c'est le moment où le collectif prend le pas sur l'individuel pour protéger les autres personnes, en fait. De même que quelqu'un qui est dangereux, eh ben, on va l'enfermer pour pas qu'il fasse de mal aux autres. Donc c'est le moment en fait où le contexte collectif prend le pas sur le contexte individuel. Mais j'entends bien le fait que je prétends pas avoir donné une vue exhaustive de Spinoza, et c'est sûr que c'est peut-être pas sur ces passages que je fais appel dans mon travail, mais... Bon, et alors sur votre rôle exact, vous pourriez le préciser un petit peu plus, oui? Alors en fait... concrètement, je veux dire, comment oui. C'est une mission qu'on vous a confiée? Alors, des missions, j'en ai beaucoup, mais dans les services en particulier, en fait, il y a 2 types de réunions éthiques. Enfin, outre les comités d'éthique, etc., mais plus spécifiquement avec les soignants sur ce type de travail. Il y a ce que je disais tout à l'heure, les staffs de soignants, qui sont des staffs, en fait, ritualisés, 1 demi-heure toutes les semaines, qui en général débordent, mais peu importe. Et en fait, moi j'ai l'impression que le rôle dans ces staffs-là, c'est d'être occasion. J'ai l'impression de servir d'occasion, c'est-à-dire le fait de venir, que ce soit ritualisé, qu'ils aient le droit, entre guillemets, de s'abstraire du service pendant 1 demi-heure et de venir discuter. Ils le disent très bien eux-mêmes. À un moment, on a dû, pour des raisons de service, supprimer ces staffs, et la réponse, ça a été, mais si on n'a plus cette occasion, on va devenir de simples exécutants, on n'aura plus l'occasion de réfléchir sur ce qu'on est en train de faire. Donc là, c'est plus ils se disent, bon... je suis là, j'ai fait le déplacement, il faut bien dire quelque chose, et puis au départ ça part comme ça, et ça devient l'occasion aussi des fois de mettre au jour certaines choses en disant par exemple les modifications comportementales des patients, ça revient régulièrement, ou oui, là en effet il y a eu plusieurs décès de personnes jeunes, et du coup pas dans l'idée d'analyser d'un point de vue d'un psychothérapeute de ce que ça fait jouer en eux, mais de l'idée de se dire collectivement, comment on essaie en fait à partir de là de construire quelque chose sur la représentation que vous avez de votre travail, ce qui vous met en difficulté avec les patients, etc. Et lors de ces moments-là, en fait, il y a par exemple la question des modifications comportementales, des questions qui émergent de façon récurrente. Et dans ce cas-là, on se donne l'occasion, si on a les moyens de le mettre en place, parce que ça implique de mettre en place un projet financé, etc., de mettre en place des réunions thématiques qui ont lieu cette fois-ci complètement en dehors du service, pendant 1 heure, 1 fois par mois à peu près. Et notamment, là, on en a une depuis 1 an à peu près sur les patients atteints de lymphome cérébral, parce que le lymphome cérébral, c'est une pathologie qui suscite des modifications comportementales, des inhibitions, changement d'humeur, apathie, etc. Et en fait, comme ça revenait régulièrement, c'est l'occasion, cette fois-ci, d'en faire un travail plus spécifique et de faire une recherche plus spécifique, en fait, sur ce que ça fait jouer et comment ils ont réussi à partir de leurs ressources propres, à mettre en place, en fait, des façons de faire dans l'accompagnement des patients dont ils n'ont pas conscience eux-mêmes. C'est ça qui est assez intéressant. Une de ces dernières réunions sur le lymphome cérébral, il y a une infirmière à un moment donné qui s'est arrêtée, elle a regardé ses collègues et elle a dit, mais en fait, on a fait du bon job quand même avec ces patients. Et j'ai trouvé que c'était un moment extraordinaire parce que depuis le début, ce qui ressortait, c'est qu'ils se sentaient impuissants, que même en rémission, ces patients ont des séquelles énormes, que du coup, ils avaient l'impression d'être maltraitants, etc. Et finalement, ils se sont rendus compte, parce qu'on les a amenés à en discuter, parce qu'il y a eu un lieu pour l'élaborer, et que chacun, en dehors de la formation initiale, des manuels de recettes, des protocoles, etc., ils avaient trouvé des petites choses pour accompagner les patients et ces familles. Et ils l'avaient trouvé parce qu'ils avaient réussi à en parler en équipe. Que les difficultés les séparaient, suscitaient des tensions dans l'équipe,
Et là, le fait de se mettre autour de la table et de se dire, ah, à toi, tu as vécu cette situation de cette façon-là. Mais tu te rappelles, on en avait discuté, c'était un petit peu dur. Et oui, mais on avait réussi à faire ça, et collectivement, comme ça, il émergeait quelque chose. C'est ce que j'appelle la réflexion éthique participative, c'est-à-dire que ça ne peut pas se faire au fil du service parce qu'on est en train de travailler et qu'il y a trop de choses à faire dans la pratique. On a un peu la tête dans le guidon. Mais dans ces moments-là, il émerge des choses vraiment du collectif. Moi, je retrouve vraiment ce que disait Spinoza, des idées que personne n'avait eues auparavant quand on arrive, ce qui est très difficile, à s'écouter les uns les autres, donc pas se retenir de dire non, ça s'est pas passé comme ça, ou non, attends, je vais compléter. Enfin voilà, écouter les autres et en discuter collectivement. D'autres questions? Oui, monsieur? Oui, je voulais vous demander si vous avez eu l'impression quelquefois que le fait de parler de Spinoza, donc en fonction de l'occasion, en fonction du cas, que ça vous avait comment dirais, constitué des alliés. Est-ce que avec les gens avec qui vous êtes en contact, est-ce qu'il y en a qui ont eu envie de lire Spinoza ou de s'intéresser à tel aspect sur une intervention, sur une proposition que vous leur avez précisé, ou des choses comme ça? Et est-ce que ça a modifié, si ça a eu lieu, est-ce que ça a modifié à ce moment-là la façon dont le groupe, en ce sens que, au lieu d'être une spinoziste, vous deviez être une ennemie, ou je ne sais pas. Alors, je dirais oui et non. Oui, dans des interventions, mais des interventions qui peuvent avoir lieu au sein de l'hôpital ou au sein d'autres hôpitaux, ou des interventions grand public. Dans ce cas-là, assez régulièrement, en fait, déjà le nom de Spinoza interpelle et attire. et en général, on se demande en fait quel rapport avec les soins, sachant que Spinoza, mis à part quelques exemples très restreints, a finalement assez peu parlé de la santé, il n'a pas parlé des relations de soins, etc. Et je crois que la distance interpelle pour faire le chemin. En fait, j'ai l'impression que parler de Spinoza, c'est quelque chose qui va plus susciter, comment dire, ça va intriguer, ça va susciter le décalage et ça va permettre des réflexions qu'on aurait, à mon sens, beaucoup moins que si je prenais un auteur contemporain qui parlait spécifiquement de la médecine d'aujourd'hui. Comme il y a une médiation nécessaire, ça oblige en fait à faire cette médiation et tout le monde joue le jeu. Après, moi, dans les staffs, en l'occurrence, même si moi je sais que c'est présent derrière, mais j'en parle finalement assez peu de Spinoza, donc je ne saurais pas vous dire pour ces staffs-là. Mais par contre, il y a une situation qui m'avait beaucoup émue, en fait, beaucoup touchée. C'est que régulièrement, ça c'était dans un hôpital périphérique, régulièrement je suis des soignants ou un aumônier ou quelqu'un dans leur journée de travail pour être un peu au contact des patients, au fil de ce qui se dit, etc., pour continuer à comprendre un peu de ce qui se joue dans le soin. Et j'entre, là j'étais avec un aumônier, j'entre dans une chambre et là, on était avec une patiente et il y a une aide-soignante qui vient et qui va voir la patiente d'à côté et elle se retourne, elle me dit « Ah mais c'est vous la spinoziste, je vous ai entendu, je ne sais plus trop quand ». Et bien vous savez, l'autre jour, on s'apprêtait à faire une toilette à une patiente et la patiente en fait s'est débattue, elle ne voulait pas qu'on lui fasse sa toilette, etc. Et bien j'ai dit à ma collègue que en fait Spinoza, il avait expliqué qu'il ne fallait pas juger et considérer que la personne y mettait de la mauvaise volonté, mais que très certainement c'était en lien avec une représentation qu'elle avait où elle essayait de nous dire quelque chose, etc. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'en fait, la conférence à laquelle elle avait assisté, c'était sur le don d'organes, donc ça n'avait vraiment rien à voir avec la situation. Mais la faculté qu'elle a eue de s'approprier une idée et de voir une idée spinoziste surgir dans une situation comme ça de soins, j'ai trouvé ça extraordinaire. Et à ce moment-là, je me suis dit qu'il faut savoir être à la fois très ouvert et très humble dans ce qu'on propose, parce qu'après, soit c'est pas du tout réapproprié, soit c'est réapproprié dans des sens qu'on n'imaginait pas du tout. Enfin, cette idée de laisser vivre des idées spinozistes comme ça à l'hôpital m'avait assez... J'avais beaucoup aimé ce moment, j'avais trouvé ça assez touchant de voir comment elle s'était réappropriée la chose de cette façon. Mais en tout cas, ce qui est sûr... Pardon. Non, j'allais juste conclure en disant, ce qui est sûr, c'est que déjà,
un poste de philosophe à l'hôpital, c'est extrêmement rare. Donc déjà, ça intrigue énormément par rapport aux psychologues, par exemple. Et quand en plus on dit qu'on travaille en histoire de la philosophie et pas en philosophie contemporaine, ça crée 2 décalages qui sont l'occasion vraiment de surprises incroyables. Parce que ça intrigue tellement que du coup, on n'est pas dans le côté « oui, des psychologues, on en a vu plein, et puis on va me demander pourquoi ça va pas », ou alors « oui, bon, les philosophes contemporains, ils s'expriment de façon complexe, et puis ils ont déjà tout pensé, alors on n'a plus rien à dire ». On est vraiment dans le côté, il faut participer à inventer les choses, à inventer cette réflexion dans l'entre-deux, qui est assez enthousiasmante en fait, je trouve. Merci. Jack. Pardon, excusez-moi, Jack Stetter, oui, il avait demandé la parole. Après vous. Non, allez-y, Jack, allez-y. Oui. Merci beaucoup, j'ai beaucoup apprécié votre intervention. D'abord, pour des raisons simplement égoïstes, quand on est en fin de thèse, c'est bien de voir que commenter Spinoza peut mener à plusieurs carrières, et Très pas simplement inattendu. universitaires, surtout dans l'absence de poste, c'est rassurant. Donc merci. Et j'ai beaucoup aimé votre conclusion en particulier parce que, je sais pas, ça m'a fait réfléchir au fait que notre Spinoza aujourd'hui, pratique, est vraiment très loin du Spinoza d'hier, ou d'avant-hier. Enfin, le Spinoza qui ignore l'histoire, qui ignore le devenir, qui ignore les singuliers, tout ça. Et on voit, en vous écoutant, à quel point notre vision de science de Spinoza a vraiment changé dans le temps. Et ça, c'est juste intéressant, comme ça. Et donc, le Spinoza de Hegel est aussi loin que possible, quoi. Et ça me fascine, quelque part. J'ai beaucoup apprécié ça. Et aussi votre remarque sur la distinction entre immanence et immédiat. J'ai apprécié beaucoup cela. Je pense que c'est très juste. Et je suis surpris de ne pas avoir déjà entendu ça. Mais c'est très original, peut-être. Je sais pas. C'est très bon, je trouve, en tout cas. Merci. Et enfin, j'avais une question aussi. Parce que vous avez dit que... Enfin, d'abord, qu'est-ce qu'un staff? Est-ce que ça veut dire quelque chose, Steph? Staff. Staff. C'est que c'est le mot anglais. Oh, like a Oui. staff? Staff, oui, Like a staff. meeting? Oui. Ok, d'accord. Désolée. C'est le seul mot qu'il a. Comme c'est francisé, c'est utilisé en contexte français, c'est sans l'accent. Mais c'est vrai qu'en contexte médical, on dit toujours staff. Une réunion. Un staff, on dit. Une Ah non, mais réunion. un staff, ça veut dire un personnel, ça ne veut pas dire une réunion. Oui, C'est mais pour ça que c'est étrange. une Oui, mais vous l'employez au sens oui. de réunion. Oui. Elle veut dire réunion du staff. réunion du staff. C'est ça. staff meeting, c'est ça, oui. Ok. Et donc, en fait, voilà, les moyens, donc, chercher les moyens de cheminement, de ce cheminement, concrètement, je pose cette question-là, ça consisterait par exemple à faire plus de réunions de ce genre, de staff, ça consisterait à je sais pas, organiser des enseignements dans les hôpitaux, ou qu'est-ce qu'on peut faire concrètement pour encourager, on ne peut pas l'obliger évidemment, vous avez bien expliqué la distinction, mais pour oui, encourager en tout cas, et mettre, comme vous avez dit joliment je pense, le grain, on peut s'aimer les grains, ce cheminement, des enseignements, ou des séminaires, ou qu'est-ce qu'il faut faire, enfin bon bref, concrètement, plus de réunions, ou je sais pas, vraiment, je me demande. Alors, c'est probablement le cœur de la question. Ok. C'est-à-dire que il faut absolument qu'on réussisse de temps en temps à sortir les soignants du service, qui est probablement la chose la plus difficile à faire, surtout dans un contexte de rentabilité, de moyens de ressources économiques limitées, de personnel de plus en plus restreint, etc. C'est absolument indispensable à un moment donné, surtout dans l'évolution d'une médecine qui est de plus en plus technique, et tant mieux, je veux dire, elle fait d'énormes progrès, mais du coup les soignants eux-mêmes, les infirmiers par exemple, sont de plus en plus techniques aussi. Par exemple, dans le cas du lymphome cérébral, j'ai entendu une infirmière dire « mais ce patient, il avait plus de perf, il avait plus de chimio, donc du coup j'étais plus soignante ». Eh bien si, soignant, c'est autre chose que mettre des perfs. Mais en fait, ce sont des services qui sont tellement... des perfusions, pardon. Ce sont des services qui sont tellement techniques, avec des greffes, etc., très complexes, que du coup, ça devient le cœur du métier. Et moi, ce que j'entends, c'est pas... J'ai pas envie de m'occuper du soignant par ailleurs. Ce que j'entends, c'est tout le temps par ailleurs, en dehors des perfusions et des actes techniques, n'est pas valorisé, n'est pas reconnu comme tel. Donc, il faut pouvoir, en fait, de temps en temps... Des fois, c'est
une demi-heure, c'est pas grand-chose une demi-heure. En plus, en général, ils le prennent sur la relève. On les sort pas vraiment des services. Mais d'avoir ce temps, en fait, avec une personne extérieure. Parce que la personne extérieure, c'est ce qui fait que, par exemple, moi, je vais poser des questions naïves, ou il y a des choses qu'on pose plus au sein d'une pratique. Et puis, redonner confiance aux soignants dans le fait qu'ils ont des ressources de réflexion en eux-mêmes. C'est-à-dire que dans cette idée d'une médecine très très technique, très homogénéisée, en fait, ils deviennent de plus en plus des exécutants. Il faut de plus en plus être dans les règles, on coche de plus en plus de cases. Et du coup, on se rend compte que, par exemple, je disais ça un peu en plaisantant tout à l'heure, mais savoir qu'ils ont le droit d'être en colère, c'est pas évident. Savoir qu'ils ont le droit de se dire, peut-être que ce patient-là, il est en rémission du point de vue des imageries biomédicales, mais au niveau clinique, il n'y a aucune amélioration. Il a exactement le même comportement, etc. Et donc ça suscite des tensions importantes. Je pense, ma démarche, c'est de dire, je fais les choses petit à petit, je propose une chose à droite, à gauche, au Centre Léon-Bérard, dans quelques hôpitaux de la région Rhône-Alpes, Auvergne-Rhône-Alpes maintenant, ou je ne sais plus si elle a un nouveau nom, je ne sais plus si on lui a choisi un nom à celle-ci. Et en fait, du coup, de proposer des choses, et après, par exemple, là, sur le lymphome cérébral, on a dit, le challenge, le deal derrière, c'est de dire, vous allez présenter ce que vous avez fait à l'ensemble du Centre Léon-Bérard. Et par l'exemple comme ça, de montrer ce que des personnes peuvent faire et ce que ça leur apporte derrière. Et c'est pas vrai qu'elles sont moins efficaces derrière, et c'est pas vrai que ça crée des tensions derrière, c'est faux. En fait, l'idée, c'est de se dire, si on commence à discuter, ils vont dire ce sur quoi ils sont pas d'accord, et puis ils vont perdre du temps, etc. Non, c'est pas vrai. On perd pas de temps à réfléchir. Ça, c'est vraiment quelque chose. Ça demande un tout petit peu de temps sur le moment, mais qu'est-ce que c'est important par la suite. Juste par ça, pure curiosité, dans votre expérience, les hôpitaux sont plutôt réceptifs à ces changements, d'introduire un peu de la philo dans la pratique, ou ils sont plutôt résistants, les directeurs par exemple, des hôpitaux? Alors, ils sont, je ne devrais pas utiliser ce mot-là, je dirais qu'ils sont un peu schizophrènes. Okay. C'est-à-dire que... schizophrènes. Et pas du tout dans le sens technique, c'est idiot de dire les choses comme ça, mais... c'est-à-dire que... moi, ce qui m'impressionne, c'est que ça a de plus en plus d'écho. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus d'endroits où, par exemple, moi, à titre personnel, dans ma région, on me demande de venir, on me demande d'intervenir en école de formation en soins infirmiers, en école de formation en massokinésithérapie, en école de formation en aide-soignant. Bon, en fac de médecine, c'est un peu plus répandu maintenant. Et vraiment... Là, je suis à un niveau où j'ai dit au directeur du Centre Léon-Bérard, vous couperez ça du montage, il va me falloir une équipe maintenant parce que je peux plus être partout, je peux pas être dans tous les services. Donc il y a énormément d'écho. Par contre, on est dans un système où l'hôpital devient de plus en plus une entreprise, où il faut qu'il soit rentable, où les moyens sont restreints, et si on doit mettre un poste, ce sera un poste de soignant et pas un poste de philosophe. Moi, je suis financée sur une structure de recherche. Je ne suis pas payée par l'hôpital lui-même. Oui. Et j'ai vu que l'hôpital de Dieu a introduit l'hôtel Dieu, une chaire de philosophie. Une chaire de philosophie, oui. C'est pas un poste, mais c'est une chaire avec un... Je pense que oui. D'accord. Oui, alors là, je vous signale qu'on approche de la fin de la séance, donc il faut faire des questions. Je pourrais te poser non, et faire des réponses brèves, si on va encore se donner les chances de quelques questions. Donc Nicolas Matet. Une question rapide. Merci pour les passerelles que vous lancez, philosophie et monde concret, monde réel, pas seulement pour la reconversion de Jacques. Merci. Et j'avais deux petites questions, s'il vous plaît. Je voulais savoir jusqu'où vous alliez avec les soignants dans le vocabulaire que vous employez. Ça ressemble un peu à un atelier philo ou pas? Est-ce que vous parlez précisément de corps organique, corps affectif, corps mémoriel? Je faisais votre ouvrage. Est-ce que vous allez jusque-là? Alors, corps organique, corps affectif, corps mémoriel, oui. Enfin, je traduis un peu, disons que j'explique à quel point les sensations, les émotions, la mémoire, etc. Par exemple, une personne qui est très avancée dans une maladie neurocognitive, son corps a encore des traces mémorielles de ce qu'elle a vécu. Donc, il y a des choses qui peuvent passer par le toucher, etc. Donc ça, je l'évoque avec eux. Après, très honnêtement, non, ça ne ressemble pas à des ateliers philo. Ils ont bien conscience que mon intervention n'est pas la même qu'un psychologue.
Je pose pas les mêmes questions, disent-ils. Donc, je pose beaucoup de questions surtout. Donc, ils voient bien en fait que ça a une teneur philosophique qui leur permet de réfléchir sur leur représentation, sur le métier, etc. Mais après, ce n'est pas un atelier philo au sens technique, on ne lit pas de texte spinoziste, etc. Ça, je le fais par ailleurs, dans mon séminaire notamment, il y en a d'ailleurs. Il y a des soignants du Centre Léon Bérard qui viennent à mon séminaire, mais dans le cadre des services de soins. Je peux poser une question? Bien sûr, évidemment. Est-ce que vous avez un contact avec le ministère de la Santé et avec le comité d'éthique Le comité National- consultatif national éthique? Non, Non, non. pour généraliser la structure, le poste. Non. Alors, sachant que moi, mon poste, il est en plus... Donc, je disais, il est financé sur une structure de recherche, c'est un poste temporaire. Et c'est le Centre Léon Bérard, c'est ce qu'on appelle un ESPIC, c'est-à-dire un établissement de santé privé d'intérêt collectif. D'intérêt collectif, ça veut dire que ce n'est pas une clinique, il n'y a pas d'actionnaire, tout est conventionné et tout l'argent est remis dans la recherche et dans le soin. Mais en même temps, c'est un établissement privé, donc un institut un peu particulier, comme il y a 19 centres de lutte contre le cancer en France qui ont ce statut. Par contre, on a pris le pli, là, dernièrement, à chaque fois qu'on dépose un projet, de mettre comme objectif final de faire un retour aux autorités de santé pour faire passer le message. Voilà. Après, malheureusement, je reste optimiste, mais je me dis qu'on essaie de faire des choses partout où on est. Mais c'est sûr que financer des postes de philosophes dans des hôpitaux qui suppriment tant de postes de soignants, c'est quand même quelque chose de compliqué. On essaie de se financer sur des projets de recherche, du coup, de financer notre travail sur des projets de recherche. Monsieur? Oui, dans les centres anti-cancer, il y a de plus en plus des psychiatres, des psychologues, faire de la méditation, de la sophrologie, etc. Donc, dans votre expérience, quels sont les rapports que vous avez eus avec ces professionnels, ces soignants particuliers? Parce que d'un côté, c'est vraiment très différent comme approche. Il y a les techniciens qui utilisent des procédures, des tables de décision, etc. Et puis de l'autre côté, il y a une tendance à essayer d'apporter une aide aux malades. Voilà. Oui, il y a aussi de l'hypnose, de l'acupuncture, Voilà. de la sophrologie, il y a un certain nombre de Qu'est-ce choses. que vous avez eu comme relation avec eux dans votre démarche philosophique? Eh bien, en fait, je dirais que c'est par leur intermédiaire, quelque part, que je suis arrivée. Parce qu'en fait, je suis arrivée au Centre Léon Bérard par l'intermédiaire du département des soins de support, où il y a aussi une équipe douleur, une équipe de mobile soins palliatifs, des kinés, etc. Mais c'est un ensemble de soignants et de non-soignants qui ne sont pas spécifiquement sur le cancer, mais qui sont sur les effets secondaires des traitements, la prise en charge de la personne, etc. Et ça a été ma porte d'entrée, en fait, au Centre Léon Bérard, parce que ce sont spécifiquement des personnes qui vont avoir une approche plus globale du patient et qui ne vont pas être uniquement concentrées sur la dimension technique. Et après, ce qui est intéressant, c'est de voir comment on peut faire le lien entre les deux, parce que j'essaie au maximum de ne pas dire il y a d'un côté les techniciens et de l'autre ceux qui prennent soin de la personne, mais j'essaie en fait de dire est-ce qu'on peut faire un lien entre les deux parce qu'on parle des mêmes personnes et évitons... Alors, il faut à la fois que chacun soit dans ses compétences et qu'on ait des compétences plurielles. Et en même temps, à mon sens, il faut éviter de trop scinder. Il y aurait ceux qui seraient dans la technique et ceux qui seraient dans l'accompagnement. Parce que du coup, les personnes qui sont dans la partie technique souffrent aussi beaucoup qu'on les réduise à quelque chose de purement technique, en fait. Et ce qui est intéressant, c'est de voir comment le lien entre les deux peut se faire et comment, par exemple, un service de soins techniques peut faire appel à une des personnes qui est formée en hypnose, en acupuncture ou autre, pour prendre soin du soignant, parce que là, du soignant, quel lapsus, pour prendre soin du patient, parce que en fait, dans ces cas-là, on se dit, elle a été sensible à un autre aspect du patient, et en même temps, elle a su transmettre à quelqu'un qui a les compétences la prise en charge de cette partie en particulier. Donc ça, c'est vraiment des choses qui sont très développées dans les centres de lutte contre le cancer et qui sont vraiment très intéressantes parce que c'est quelque chose d'assez... Ils sont sinon des centres très techniques, et ce qu'on appelle les centres de référence, et quelque chose qui permet de remettre du lien en essayant au maximum d'intégrer ces équipes transversales. À la fois, elles se promènent dans les services et en même temps essayer de faire qu'elles soient au plus proches du soin pour éviter de trop scinder les choses. Oui, puis il y a des expériences dans certaines
l'éducation qu'on essaye d'intégrer la cuisine, toutes les Oui, la activités socio-esthétique, autour l'art, et oui, tout à de fait. ce problème du cancer. Oui, oui, oui. Est-ce qu'il y aurait une dernière question? Parce que là, on est tout à fait à la fin, ou pas? Non? Pas de regret? Oui, madame? C'est une question très rapide. Est-ce que vous avez une activité sur Internet? Est-ce que vous êtes en lien? J'ai l'impression que c'est quand même des questions qui se posent aussi énormément, notamment chez les généralistes sur Internet, même si ce n'est pas sous cet angle-là. Mais est-ce que vous avez un lien avec ça? Est-ce que vous vous sentez proche de ça ou pas du tout? Proche de quoi en fait? J'ai pas compris. Des généralistes qui sont à la fois sur les blogs, sur Twitter, etc. Ah, vous voulez dire, est-ce que je me sens proche de personnes qui développent des blogs ou des choses comme ça, et est-ce que je ferais la même chose? C'est ça? Non, parce que vous feriez la même chose, mais est-ce que vous avez des liens avec ces personnes-là, ou est-ce que vous voyez ça comme complètement déconnecté? Ni l'un ni l'autre en fait. J'ai pas de lien particulier avec eux. Je le vois pas du tout comme quelque chose de déconnecté, parce que je suis persuadée en fait que tout partage d'expérience est importante. Et je donne un exemple très très rapide. Je me rappelle en fait d'une infirmière qui avait très mal vécu une expérience de sédation, le moment où on endort une personne, une sédation en fin de vie, sur une jeune patiente qui avait une tumeur thoracique tellement importante que son cœur s'était déplacé à droite, pour vous dire le peu qui restait pour la trachée. Donc en fait, elle allait mourir d'insuffisance respiratoire, enfin de dyspnée aiguë. Et simplement, elle a été sédatée à sa demande, elle est décédée peu de temps après, avec une prescription anticipée. Et l'infirmière a eu le sentiment qu'il y a eu comme un lien de cause à effet entre la sédation et le décès, ce qui n'était pas le cas. Elle était juste en train de mourir, et sinon elle serait morte en se voyant s'étouffer. Et en fait, le moment où elle remettait un peu la faute sur l'interne en disant « L'interne, c'est facile, elle fait la prescription, elle est dans son bureau, c'est pas elle qui est là au moment de la sédation. » Et en fait, le fait d'avoir réuni les deux, et que l'interne ait pu dire à quel point une prescription de sédation, c'était pas du tout anodin pour elle, c'était quelque chose de très compliqué, etc. Et en fait, l'infirmière s'est rendue compte que c'était pas l'une contre l'autre, qu'elles étaient toutes les deux dans le même bateau, dans une situation qui était difficile. Donc pour moi, faire connaître des expériences de patients, comme on fait maintenant avec les patients experts, par exemple dans les facs de médecine, c'est bien, parce qu'ils donnent un autre aperçu que la formation médicale. Et que des soignants et des médecins puissent aussi partager leur expérience, c'est bien, parce que ça montre aussi aux patients que ils ont aussi leurs problématiques, et ils font aussi un peu ce qu'ils peuvent dans des situations qui sont difficiles. Donc je ne le fais pas personnellement, peut-être parce que déjà mon emploi du temps est suffisamment complexe, mais je trouve que c'est toujours très utile à partir du moment où on est dans une démarche de partage et de réflexion commune, et pas quand il s'agit évidemment de viser une personne ou d'opposer des catégories, parce que dans ce cas-là, ça devient contre-productif. Merci. Écoutez, il est 8 heures. Merci beaucoup d'être resté avec nous jusqu'à cette heure-là. Nous nous revoyons. La prochaine séance du séminaire aura lieu jeudi 16 mars 2017, donc dans un mois exactement, avec l'intervention de Henri Lot, qui est jésuite et dont l'intervention s'intitulera Spinoza peut-il intéresser la théologie aujourd'hui? Donc ce sera tout un autre domaine, mais tout aussi interdisciplinaire de certaine façon. Nous remercions beaucoup Julie Henry, et vous disons bonsoir et merci.